Et yo guys, et bienvenue sur un nouvel épisode de Débrouillard Stories, l'émission de la débrouillardise. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de discuter avec Boukhar Sall, CEO, cofondateur de l'application Plaise, le réseau social qui vient casser les codes de l'industrie de la mode et qui compte déjà plus de 40 000 utilisateurs. C'est parti. Boukhar, comment vas-tu? Ça va, merci de me recevoir Marvin. Très belle présentation, très belle intro. Impeccable, impeccable. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que c'est pas toujours évident déjà de trouver le temps, encore plus pour un petit média qui vient de se lancer. Donc vraiment, merci pour ça. Avec plaisir. En fait, il y a vraiment une question par laquelle j'aime commencer, tu vois, que je pose à chaque invité, qui est quelle est ton histoire? Quelle est ton histoire et comment tu te retrouves à faire ce que tu fais aujourd'hui? Tu commences par une question qui est pas du tout facile. Alors mon histoire, elle commence il y a aujourd'hui 28 ans, en 93, à Dakar. Je suis né à Dakar, j'ai grandi là-bas de 0 à 5. Puis ensuite, Ok. dans le cadre du taf de mon père, on est venu en France un an, sur grande section. On a passé un an en France, puis un an et demi. On a fait une partie du CP, puis ensuite on a déménagé à Bruxelles. On y a passé un an également. Et puis ensuite, on est rentré vivre en France. Donc ça m'a fait beaucoup bouger sur ces jeunes années. Ça m'a aussi demandé de Mhm. me faire de nouveaux potes finalement tous les ans. Donc pour être sûr C'est d'avoir pas des toujours personnes à évident. mon anniversaire, ouais, c'était pas nécessairement le truc le plus évident. J'étais quelqu'un d'assez timide. Heureusement, ma mère m'a toujours un peu poussé Ok. à aller vers les autres, tu vois. Donc ayant remarqué que j'étais quelqu'un de timide, dans le métro, elle me disait, écoute, va t'asseoir à côté des inconnus, tu vois, faut pas avoir peur du monde, etc. Donc, Il t'a envoyé dans la fosse du lion, quoi, direct. exactement, c'est un peu ça, tu vois. Tu sais, les choses qu'on te pousse à faire, que tes parents te poussent à faire quand t'es jeune, et après, Mhm. une fois que tu deviens un peu trop social, ils Je regrettent. comprends. Et donc voilà, donc ça m'a poussé déjà à sortir de ma zone de confort à ce moment-là. Mais en dehors de ça, j'étais un enfant assez sage, et donc du coup, j'essayais de travailler, le maximum en cours. À côté de ça, j'avais des choses qui me passionnaient. J'ai toujours eu un petit peu un aspect créatif. J'aimais Ok. beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup. Je regardais pas mal de mangas, etc. Donc je dessinais des mangas chez moi. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai toujours eu envie voilà d'explorer des parties créatives de ma personnalité. Je pense que c'est important. Euh, en fait, ça a du sens a posteriori de se dire bon bah ok, ce mec-là avait envie de créer des choses, Clairement. et donc du coup c'est pour ça qu'il en est arrivé là où il est arrivé, surtout dans les industries créatives. Donc ça t'est venu très tôt, si je comprends bien. Ouais, assez Vraiment dès tôt. le début de tes déménagements. Ouais, Ok. ouais, ouais, assez tôt, ouais. Donc vers les 5 6 ans, j'avais déjà un peu cette fibre-là. Et puis donc voilà, en grandissant, donc pareil, je suis resté quelqu'un qui essayait de se donner le maximum en cours. Évidemment, avec l'adolescence, bah, tu peux découvrir d'autres passions et tu peux potentiellement avoir d'autres choses qui te viennent en tête, d'autres activités que tu as envie de faire, autres que nécessairement cartonner en cours, ce qui m'empêchait pas de continuer à bosser, tu vois, mais de m'éveiller Ok. à, je sais pas, découvrir une passion pour le basket, devenir un petit peu plus bavard en cours, sortir un peu plus ou beaucoup plus. Et voilà, donc du coup, D'accord. et à ce moment-là, si tu veux, de mon enfance, donc j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de personnes qui avaient de plus en plus de diversité de parcours déjà, rien qu'à l'époque, diversité Ok. d'origine, etc. Et ça, pareil, ça a pris Parce que son importance plus tard. t'étais où à ce moment-là? À Courbevoie, T'étais où dans à le ce moment-là? 92. Ok. Ouais. Ok, Et donc, d'accord. Ok, cool. ouais. Et en fait, tu vois, Courbevoie, ça a la particularité d'être vachement cosmopolite, tu vois. Donc, dans mon Ouais. collège, dans mon lycée, donc qui était dans le même établissement, il y avait des gens qui venaient de partout et c'était ça qui était génial, quoi. Donc voilà, donc j'ai Ouais, fait, clairement. Ça t'enrichit dès le début, quoi. Ouais. ouais, ouais, complètement, ouais. Ça, je pense que Ça te ça permet a de eu voir de nouveaux. un impact, ouais. C'est sûr. Et Clairement, surtout clairement. que, enfin, à ce moment-là de ma vie, je voyageais très peu finalement. Donc, Ok. c'était intéressant tu vois, de pouvoir voyager par les expériences des autres. Donc, Par les voilà, donc expériences, ouais. Ok. ouais, je pense que ça a eu un impact. Donc à la fin de mon lycée, alors on reviendra peut-être sur des parties si t'as
si t'as envie. Mais là, si je fais la présentation rapide, donc à la fin de mon lycée, j'ai fait la fac. Un petit peu par hasard, je me suis retrouvé en mathématiques appliquées aux sciences sociales. Je savais pas ce que je faisais Par là. hasard. Alors, par hasard, parce Ok. que, en fait, si tu veux, je pense que j'ai décidé comment dire, de suivre un parcours qui n'était pas nécessairement le parcours qui me correspondait le plus, tu vois, mais un parcours qui avait l'air, Ok. ça avait l'air de faire bien, tu vois, mathématiques appliquées aux sciences sociales, ça sonnait bien, tu vois. Donc, Sur euh, CV, ça sonne bien. Ok. Ça passe voilà, crème. Allez, let's c'est go, ça. quoi. Tu vois. Donc j'ai fait ça. Et puis quand je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement le truc qui me plaisait le plus, que j'avais besoin de plus de concret. Donc j'ai postulé pour rejoindre l'ESSEC. Et donc j'ai passé le concours, je suis rentré à l'ESSEC. C'est quelque chose que Ok. en fait, tu vois, c'est là d'où je venais en fait, c'était pas, enfin, on parlait très peu de ce type d'établissement, tu vois. En approchant le bac, je savais pas ce que c'était qu'une école de commerce. Peut-être que j'en aurais fait une, Ouais. enfin plus rapidement, ou j'aurais plus, enfin, je me serais donné les moyens de rentrer en école de commerce plus rapidement si j'avais vraiment eu une bonne vision de Parce, cette. parce que si je Euh, comprends bien, de base dans ton cercle, dans l'environnement, t'as personne qui a vraiment fait de longues études, forcément. alors Je pose la si, question parce que c'est mon si, cas, du coup. si tu veux, alors Ok. oui, si, non, alors mes parents ont fait des études, leurs frères et sœurs ont fait des études, Mhm. mais ils avaient aussi beaucoup de choses à gérer à ce moment-là, tu vois. Ok. 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 Et si tu veux, ils nous poussaient dans les directions dans lesquelles on avait envie d'aller, tu vois. Mais c'est-à-dire que le jour où je lis je sais pas, j'ai dû le lire dans un bouquin ou avec la conseillère d'orientation que la filière mathématiques appliquées aux sciences sociales existait, tu vois. Bah, on s'est dit, ok, bon, bah, Mhm. tu vas aller dans cette filière, quoi, sans nécessairement me demander. Enfin, Pourquoi pas. que je me Ok. pose moi-même la question, qu'est-ce que tu as envie de faire après? Je me suis dit, bon, ça m'ouvrirait des portes et puis on verra, quoi. Voir Donc après, quoi. voilà, ouais, Ok. ouais. Ok. Donc je rentre à l'ESSEC. Pourquoi je choisis l'ESSEC? Parce que je savais qu'il était possible de faire l'école en alternance et que donc du coup il y aurait une partie de la scolarité qui serait payée et pendant laquelle tu serais payé également. Tu vois. Pareil, c'est des choses dont j'avais pas nécessairement Exact. entendu parler au lycée. Tu vois. Hmm. Et donc voilà. Donc je fais cette école. Il y avait aussi la possibilité de partir 2 fois à l'étranger. Et donc voilà, c'était quelque chose qui D'accord. je considérais m'avait manqué dans mes jeunes années. Donc je me suis dit bon ben voilà, Ça marche. Mais à ce c'est moment-là, l'entrepreneuriat, ça n'existe pas encore dans ta tête. Là, t'es vraiment parti sur un parcours longue ouais, étude, ok. si tu veux, à ce moment-là, Carriériste, peut-être? Non. bah, je vois pas plus loin que je vais faire mes études et après je vais trouver un boulot et on verra, tu vois. C'est difficile à ces Ok. âges-là de te dire, enfin, de savoir exactement Clairement. ce que tu veux faire. Et puis, enfin, tu vois, je me Quasi disais, impossible, ouais. Hmm. ouais, j'ai peut-être envie de bosser en marketing ou des choses comme ça, mais je savais pas ce que c'était que le marketing, tu vois. Pour moi, le marketing, c'était la pub à la télé et ça s'arrêtait là, tu vois. Mais cela dit, Ouais. j'avais toujours, je savais que enfin, que là où je me projetais, je voulais pas passer Mhm. nécessairement toute ma journée devant des ordis et devant enfin, tu vois, dans un bureau, quoi. Ok. Ce qui finalement est le cas aujourd'hui, mais voilà, pas comme j'imaginais. Finalement, c'est pas si terrible. Mais au-delà de ça, voilà, je savais que je voulais pas avoir un truc qui était conventionnel par rapport au parcours qui était proposé, tu vois. Ce qui finalement peut-être D'accord. impacte la suite. Donc, donc j'arrive en première année d'école de commerce, j'intègre le bureau des élèves, donc qui organise les événements, etc. Sur le campus, qui finalement donc, m'ajoute une activité associative en plus de mes cours, euh, et finalement me donne quelques responsabilités parce que donc je deviens vice-président de ce bureau des élèves, et je Ok. commence enfin c'est finalement une des premières fois de ma vie où je mets en place des projets, je les vois se réaliser, tu vois, je pars de rien, d'une idée, etc. Et donc j'en fais quelque chose de concret. Donc ça arrive en première année un peu par hasard, tu vois, suite à une élection. Euh, et donc voilà, je me retrouve un peu à chapeauter tout ça. Puis je fais un premier stage, puis je pars à l'étranger une première fois, je pars en Asie du Sud-Est pendant 7 mois au total. Et au milieu de ces 7 mois, je passe un mois et demi en Thaïlande dans le cadre d'un séjour humanitaire où je vais sur un projet de reconstruction d'un orphelinat en Thaïlande. Et donc je débarque dans cet Ok. orphelinat. Ouais, et au bout d'une semaine, la personne qui chapeautait ce projet
Donc s'en va, doit retourner dans son pays d'origine. Et on me dit, écoute, tu t'es très bien débrouillé cette semaine, est-ce que ça te dirait un peu de chapeauter le truc? Et encore une responsabilité finalement qui me tombe dessus sans que j'ai eu à la chercher, mais où je me dis, bon bah écoute, ça me fait plaisir. Et puis voilà, si je peux à la fois donc avoir un plus grand impact sur ce que j'étais venu faire, et puis transmettre du savoir, parce que le rôle du coordinateur, c'est une fois que toi, en tant que coordinateur, tu sais poser du carrelage, ben, tu vas essayer d'apprendre à poser du carrelage à la personne qui va venir la semaine d'après, etc. Tu vois, tu vas faire les collectes de dons pour acheter des claquettes aux enfants de l'orphelinat, etc. Tu vois, donc du coup, j'ai adoré faire cette expérience-là, mais encore une fois, c'est un peu une responsabilité qui m'est tombée dessus par hasard. Je rentre en France, je démarre mon alternance, du coup, je la fais chez Oracle, un éditeur de logiciels américain, et donc je D'accord. passe 2 ans dans Mhm. cette boîte, À, 2 années à ouais, Dakar, t'as dit? chez Oracle. Oracle Dakar? Ok. Non, Oracle Non? à Colombes, à côté de Paris. À Colombe. Ok, ok. J'ai Ouais, entendu Dakar. Ok. ça. Ok, J'aurais d'accord. aimé. Et ça se passe comment alors à Oracle? Et puis, Pour le coup. alors, il fait moins chaud qu'à Dakar, mais écoute, ça s'est C'est hyper bien sûr. passé. Euh, Parce que si tu veux, pareil, dès que je suis arrivé, une semaine après être arrivé, donc forcément, quand tu démarres un, peut-être un nouveau job, une nouvelle alternance, un nouveau stage, t'es pas au maximum de tes capacités et t'as pas nécessairement Forcément. le plus grand nombre de dossiers à traiter, tu vois. Et donc, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un dossier qui concernait un peu du conseil en stratégie. Alors moi, j'étais pas du tout là pour faire du conseil en stratégie, mais j'avais fait un premier stage en conseil en stratégie. Donc, on m'a dit, écoute, en parallèle de ton alternance, ça te dirait de mener un peu ce projet de conseil en stratégie. Donc j'ai fait ça pendant quelques semaines et pareil, encore une fois, une responsabilité qui me tombe dessus. Au fur et à mesure, je me dis bon, écoute, soit il va falloir clairement que j'apprenne à aimer avoir des responsabilités parce que de toute façon, elles vont continuer à te tomber dessus, quoi. Euh, donc Donc si je comprends voilà. bien, en fait, ça te tombe toujours dessus, mais à aucun moment tu te dis bof, non, j'ai la flemme. Non, dès qu'il y a un truc qui t'arrive, t'es un yes man, tu dis ok, let's go, j'accepte, Ouais, je vois après quoi. C'est un peu ça le ouais. mindset là, si je comprends bien. Complètement. En fait, si tu veux, alors ça, j'ai un truc où si on me fait confiance sur un sujet, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Tu vois, genre je suis Ok, grateful, reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je vais essayer d'éviter le mhm, plus possible les anglicismes. Je suis reconnaissant que aucun quelqu'un problème. vienne me voir et me dise, écoute mec, tiens, on a ce projet, on aimerait bien que tu le mènes. Tu vois, donc si je suis reconnaissant de ça, je vais faire tout pour ne pas trahir la confiance que cette personne a placée en moi, et donc je vais le faire à fond, tu vois, quitte à ce que je dorme pas pendant X semaines pour que ce projet voit le jour. Donc je le fais à ce moment-là. En parallèle, donc les cours que je fais à l'ESSEC, je prends pas mal de cours d'entrepreneuriat, entre autres. Et donc voilà, D'accord, c'est donc quelque chose. Ouais. dès ce moment-là, tu commences à t'intéresser un peu à l'entrepreneuriat, si je comprends bien. Ouais, parce que l'entrepreneuriat, c'est le cours le plus fun, tu vois. C'est le cours où on te dit, tu vas avoir des idées et tu vas Ok, essayer de les mettre en place, tu vois. Donc c'est ok. cool. Donc on revient à la source qui est la créativité, quoi. Le côté Exact. création, si je comprends bien. Complètement, ouais, faire sortir Ok, quelque chose de nulle part. Donc ça ok, m'intéresse de cool. plus en plus, et c'est aussi un truc que je trouve, qui est généraliste, tu vois, parce que là on approche de plus en plus de la fin de mes études à ce moment-là, et c'est des études pendant Ouais. lesquelles, donc comme je te disais, j'ai fait de l'entrepreneuriat, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait du marketing, de la finance d'entreprise, de la finance de marché, les cours de gestion budgétaire, enfin des choses comme ça, et puis 3 ans de chinois, tu vois, chinois, espagnol, Ok. anglais, et des choses que j'avais pas nécessairement l'occasion d'appliquer en alternance. Parce que si tu fais une alternance en vente, tu vas pas faire de marketing et tu vas pas faire de la finance, tu vois. C'est Euh, sûr. et en fait, je trouvais ça dommage d'avoir passé autant de temps et de m'être investi autant pour apprendre des choses que finalement j'allais jamais utiliser. Donc je me suis dit bon, la seule manière d'utiliser ces choses-là, c'est de faire de l'entrepreneuriat, mais ça reste quand même un parcours assez risqué. Il se trouve qu'à ce moment-là, les choses s'enchaînent assez bien. Je passe des vacances à New York avec un très bon pote qui s'appelle Hugo, qui lui avait monté sa boîte là-bas, et Mhm. puis il me fait visiter un peu New York, D'accord. il me présente des potes à lui qui sont entrepreneurs, etc. Et donc ça m'inspire vachement. Euh, et donc je rentre de New York, donc je repars à l'étranger pour un semestre en Angleterre.
je reviens, je termine mon alternance et je fais mon dernier semestre de cours. Et donc là, je me dis de plus en plus, bon bah, qu'est-ce que je vais faire après, tu vois. Et donc Parce que là, juste, t'es à quelle année, à quel niveau? Bac plus 3, plus 5? là, je suis en bac plus 4 à ce moment-là. Donc, Plus 4, ok. ouais. Ok, ça marche. Donc il te reste un an, logiquement, après. Alors non, le parcours que j'ai fait, c'est un parcours en bac plus 4. Tu vois, c'est un bachelor qui est calqué sur les parcours à l'américaine. Ok, cool. Voilà. Donc dernière année. Dernière année, ouais, c'est ça. Et donc après cette dernière année, donc les gens poursuivent soit faire un CDI dans la boîte dans laquelle ils sont fait une alternance, soit prennent quelques temps pour eux, vont aller, je sais pas, à l'étranger, soit pour travailler, soit pour voir le monde, soit font un autre stage, ou alors préparent un master ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, une dernière année de master à L2. Et donc à ce moment-là, voilà, donc j'appelle mon pote Hugo et je lui dis, écoute, à quel moment est-ce que t'as pris cette décision de faire de l'entrepreneuriat, quoi, plutôt que de juste te lancer sur tu vois, sur le parcours classique, quoi, le parcours sans risque. Ouais. Genre comment tu sais? Et il me dit, ça se sait à la naissance, tu vois. Et donc ça me fait beaucoup rire qu'il me tourne comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que voilà, c'est que si t'as envie de le faire, tu vas le faire. Mais voilà, j'ai aimé la manière dont il l'a tourné. Je me suis dit, écoute, je le ressortirai en podcast un jour. Je pense que j'ai beaucoup ressorti. Et tu l'as interprété comment sur le moment, alors, cette réponse? Tu le sais à la naissance. c'est Qu'est-ce que t'en as pensé? alors si tu veux, je l'ai interprété en enfin, si tu dois le faire, tu vas le faire à un moment ou à un autre, et c'est juste ta personnalité qui va déterminer si tu vas le faire maintenant, si tu vas le faire plus tard, etc. Tu vois. Et donc je me suis dit, bon bah, dans ce cas, qu'est-ce que ma personnalité me dit de faire aujourd'hui? Et je me suis dit, bon bah, ma personnalité me dit de le faire maintenant. Tu vois. Et aussi pour d'autres raisons, si je te raconte toute l'histoire, c'est aussi parce que je me disais, bon bah, si je dois postuler à un master ou quelque chose comme ça, c'est cool, j'ai eu des très belles expériences avant, mais faudrait que j'ai un truc qui me démarque encore plus, tu vois. Tant qu'à faire, je vais tenter de monter une boîte. Si la boîte plante, bah écoute, au pire je fais un master, et puis pour les entretiens du master, je dirais. Au moins t'as essayé quelque chose, quoi. Voilà. Et donc et finalement, en fait, au bout de 3 mois d'entrepreneuriat, je me dis, ouais, j'ai appris tellement de choses là que ce serait une perte de temps entre guillemets à ce moment-là de faire un master. Tu vois. Ok, parce que, alors, petite parenthèse, t'as commencé directement en entrepreneuriat sur Plaise? Ou là, tu parles d'un autre projet Directement sur Plaise. Direct sur Plaise. Directement sur Plaise. Ok, cool. Et donc, Plaise, à la base, si tu veux, la première version, c'était censé être une application qui te permet de recevoir des feedbacks lorsque tu hésites en cabine d'essayage, ok? Donc, tu arrives en cabine d'essayage, tu prends un vêtement qui sort un petit peu de ta zone de confort, donc tu as besoin d'être rassuré, tu envoies une photo à tes potes, et tes potes te disent si oui ou non ça te va bien, tu vois, tu as une moyenne des scores, et voilà, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Parce que c'était des expériences personnelles que j'avais connues, tu vois, tu vas acheter une paire de Vans avec un petit léopard, et puis finalement, ouais, t'hésites à la mettre, tu la mets pas pendant 6 mois, et puis 6 mois après tu la portes, et on te dit waouh, elles sont géniales, et finalement tu te dis bon bah j'aurais dû les mettre plus tôt, quoi. Et donc je me suis dit que j'avais envie de faire ça, tu vois, ça me paraissait pertinent, ça me paraissait être un problème que tout le monde avait. Et donc du coup je me lance dessus un peu tout seul, sans aucune compétence technique à ce moment-là, ouais. Dis-moi. Ok, j'allais poser justement cette question, tu vois, parce que là, si je comprends bien, t'as entrepris vraiment à la fin de tes études direct, quoi. Il n'y a pas eu un moment de doute, t'es pas allé vraiment en mode ok, je vais prendre un CDI, je vois après. Non, direct tu te dis ok, je tente l'expérience. Et là, de ce que tu allais dire, si je comprends bien, tu as commencé l'expérience tout seul. Donc, tu te dis, ok, j'y vais, j'ai besoin de personne pour me lancer. Ouais, j'ai bossé avec un pote pendant 2 semaines, et puis finalement, nos chemins se sont séparés. C'était le premier moment où mon chemin se sépare de celui d'un cofondateur cette année-là, en 2017. D'accord. On aura l'occasion de revenir sur le sujet cofondateur, associé. Je pense que c'est un sujet intéressant, on y reviendra un peu plus tard. Ouais. Et donc voilà. Donc du coup, je me lance et je me dis bon, écoute, t'apprendras au moment où t'apprendras, quoi. Enfin, tu vas trouver des ressources. Si t'as besoin de poser des questions à des gens, tu vas poser des questions à des gens. Et puis il y a des structures qui existent, des structures d'accompagnement, des incubateurs, des choses comme ça. Donc je me suis dit bon, je vais tenter de rentrer dans un incubateur. Je tente de rentrer dans un incubateur. Ça se passe pas comme prévu. L'incubateur nous dit écoutez les mecs, vous allez dans le mur. Et ce que vous essayez de faire est hyper compliqué, vous n'avez pas idée à quel point c'est compliqué premièrement, et puis deuxièmement, vous n'avez pas les ressources techniques, vous n'allez pas y arriver.
Et puis voilà. Et si tu veux, moi je reçois cet email et j'aurais pu me dire bon écoute, voilà, je prends cette réponse et puis je vais bosser et je reviendrai dans 6 mois comme ils m'ont dit. Mais c'est pas ce que je fais à ce moment-là. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais selon Ok, toi? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? bonne question. Ben, franchement, moi, je pense que j'aurais envoyé 10 incubateurs pour commencer vraiment à avoir des stats pour voir, ok, est-ce que 9 sur 10, ils me disent non ou c'est 10 sur 10? C'est chaud, quoi. Alors, j'aurais pu, mais je voulais vraiment avoir cet incubateur-là. Et donc, je prends point Hmm. par point. Tu peux nous dévoiler le nom Ouais, c'est le School Lab. de Ouais, ouais, l'incubateur? c'est public, School hein. Lab, Je ok. l'ai écrit partout que Ok, j'ai fait cool. le School Lab, plusieurs fois d'ailleurs Impeccable. sur plusieurs programmes différents. Et puis donc je leur renvoie un email en prenant point par point en leur Mhm. disant écoutez, si le fait, enfin l'une des raisons de refus c'est que j'ai pas de cofondateur technique aujourd'hui. Votre programme il commence dans 2 semaines. Laissez-moi 2 semaines. Dans 2 semaines, je reviens avec un cofondateur technique. Croyez-moi, je vais le faire. Et et puis donc voilà, point par point. Et puis les mecs se disent bon bah écoute, on devrait peut-être lui laisser une chance et tout. Et il y avait personne qui était dispo pour me faire passer un deuxième entretien, et donc il me cale Hmm. un créneau dans l'emploi du temps d'un des cofondateurs de l'incubateur, D'accord. Julien. Et puis là, on discute avec Julien, et puis ah ouais, tiens, c'est marrant ça. On discute avec Julien et il me pose des questions sur plein de trucs et tout. Il me dit mais bon, enfin moi, ce que je veux savoir, c'est pas ta boîte et tout. Je veux savoir qui t'es, tu vois. Qu'est-ce que t'aimes Hmm. faire et tout. Je lui dis bah écoute, voilà, j'aime voyager, j'aime découvrir des cultures. Euh, Tu vois, je lui raconte l'histoire de leur seigneur en Thaïlande, tu vois. Ouais. Et puis je lui raconte une autre histoire. Je lui dis écoute, enfin il me dit un truc du genre c'est quoi le truc le plus ouf que t'aies fait? Et je lui dis j'ai fait Paris-Budapest en stop, sans argent, en 3 jours et déguisé en ours avec un pote. Et, Wow. et il me dit ah oui oui en effet ça a l'air assez incroyable et tout, et donc il me demande plein de détails là-dessus, et donc je lui raconte comment j'ai fait et tout. Il me dit mais pourquoi tu étais déguisé en ours? Je dis ben, parce que avec ma carrure personne m'aurait jamais pris dans une voiture, tu vois. Et donc bon, il fallait que je trouve un moyen tu vois, de me démarquer et tout. Et donc voilà, donc je lui raconte ça lui plaît. Il se dit bon bah enfin tu vois, je sens que c'est un mec qui va jamais lâcher l'affaire, autant qu'on le prenne. Et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc je Donc c'est ça, pense si je comprends bien, l'incubateur, il va te juger avant tout sur la personne que sur le projet. C'est un peu le message là que un peu des deux. Je pense que ça dépend des un peu les fois, tu deux. vois. Je pense que il faut avoir un bon projet. Bon, de toute façon, t'as 90% de chances que ton projet il pivote pendant le parcours, mais il faut avoir un bon Clairement. projet et il faut avoir une capacité à convaincre, et il faut être intéressant. Tu vois, il faut être intéressant. Si toute ta vie t'es resté dans les codes classiques de ce qui t'était imposé, c'est difficile de te dire bon bah aujourd'hui je vais décider de casser les codes, tu vois. Si tu t'es jamais pris Clairement. des murs dans ta vie, ben on part du principe que le premier mur que tu vas te prendre, il va être très difficile pour toi, tu vois, parce que finalement les murs tu vas te les prendre tous les jours, tu vois. Tu vas te les prendre, ouais. Mon père dit que ça va lui faire plaisir que je le cite, dit que enfin un jour je lui posais une question aussi par rapport à lui, par rapport à sa carrière. Et il me disait, écoute, là, sur ce projet-là, pour y arriver, il va falloir qu'on réalise l'impossible vraiment tous les jours, mais on va y arriver, tu vois. Et ça m'avait marqué à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça pertinent. Et puis voilà, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment réaliser l'impossible chaque jour, tu vois. Enfin, créer quelque chose à partir de rien, faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant dans l'histoire de l'humanité, potentiellement. Enfin, en fonction du degré de ce que tu proposes, en fonction du degré d'innovation de ce que tu proposes, tu vois. Mais potentiellement, voilà, c'est quelque chose de très difficile, tu vois. C'est pas pour rien que ça n'a pas été fait avant. Euh, donc voilà, du coup, Exact. Je ouais, trouve intéressant parce que tu vois, tu mets vraiment en avant le premier aspect de l'entrepreneuriat. Ça dépend vraiment plus, j'ai envie de dire, de la personne que d'une idée. Puisqu'en fait, ouais, le projet, il va évoluer au fur et à mesure que toi, tu évolues. Mais la première pierre, c'est vraiment l'ADN de l'entrepreneur qui a vraiment ce mindset d'acier à ne pas avoir peur. Premier ouais. exemple, tu vois, tu m'as posé la question, moi, qu'est-ce que j'aurais fait par rapport au premier refus? Toi, très vite, tu t'es dit, OK, premier obstacle, c'est pas grave, donnez-moi une deadline, je vais trouver un cofondateur technique, je reviens compter sur moi. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est Ouais, cool. c'est sûr. Tu vois, c'est beaucoup d'état d'esprit aussi. Tu vois, faut être capable de penser que tu peux faire
cette chose-là, tu vois. Et enfin, moi, je pensais, à la fois par naïveté, tu vois, peut-être c'est la chance du débutant ou quoi que ce soit, tu vois, mais je pensais que c'était possible de trouver un dev en 2 semaines, tu vois. Et je me rendais pas compte, mais enfin, il faudrait tout Et un au autre final, podcast pour expliquer à quel point c'est difficile, tu vois. Tu me ok, poseras les questions si ça t'intéresse, mais en gros, donc tu vois, et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. Si j'avance, si je fais une avance rapide, au moment où on s'apprêtait à sortir l'application, pendant peut-être un an, je disais toutes les semaines à mes potes, l'application elle sort la semaine prochaine, tu vois. Et donc si t'as pas ce truc de te dire bon bah, ok. je vais arriver, enfin je vais y arriver la semaine prochaine, tu tu te démotives, Ok. enfin parce que c'est hyper difficile, tu vois. Donc C'est ça. Donc c'est la notion ouais. de deadline en fait. Le challenge en fait, le fait que tu l'écris dans le marbre, bah ça te motive à. Bah, alors, deadline, oui et non, parce que finalement, on les explose à chaque fois, les deadlines, tu vois. On a jamais tenu une Ouais, deadline forcément, parce qu'on surestimait enfin, on sous-estimait la charge nécessaire. Tu vois, très encore une souvent. fois, on l'avait jamais fait. Et plus tu fais les choses, plus tu es capable d'établir des deadlines que tu vas tenir. Tu vois, aujourd'hui, on tient nos deadlines, et on a aussi d'autres méthodes de travailler. Mais voilà, en effet, au début, quand tu te lances dans un truc que t'as jamais fait, il faut que tu te dises bon, ben voilà, euh, je vais y arriver. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver, tu vois. Et ça se cumule à une deuxième chose parce que si tu penses que tu vas y arriver, mais que finalement t'as pas assez de temps pour y arriver, ou que tu abandonnes entre temps, en fait, euh, bah, en effet, tu vas échouer. Et enfin, l'échec peut être défini par le moment où tu décides d'arrêter, tu vois. Et si t'arrêtes jamais, potentiellement t'échoues jamais, tu vois. Il faut juste Exact, rester assez longtemps dans le game jusqu'au jour où tu finis par avoir de la chance à être au bon endroit au bon moment, tu vois. exact. Donc, Et pour revenir sur School Lab, mhm. donc quelle a été la conclusion? Est-ce que tu as pu intégrer School Lab? Ouais, je les intègre, Comment ça s'est passé? je les intègre et puis je démarre le programme. Et puis là, j'ai, tu vois, 6 mois avec des locaux dans Paris, etc. 6 mois pour construire mon Mais attends, business, pause. etc. Tu as eu le cofondateur technique ou tu es rentré Non, sans? non, bah non, à partir du moment où Ok, je leur ai raconté cette donc tu y histoire allais. d'ours, ils m'ont fait confiance, tu Ouais, vois, ils se sont dit, donc bon, c'était vraiment bah, au culot. ouais, il va y Super. arriver, tu vois, il va y arriver, on sait pas combien de temps 100% sur la il va personne. mettre, mais il va y arriver, tu vois. Donc Ok, voilà, donc génial. j'y vais, Donc c'est et possible. C'est c'est, possible sans, enfin, juste, voilà, je fais juste une petite parenthèse, c'est possible vraiment d'entrer dans des incubateurs, même sans dev, sans cofondateur technique, qu'on essaie de créer une application, de l'informatique, de l'IT, etc. alors ouais, à plus forte raison aujourd'hui, si je jump à ce que je fais aujourd'hui j'accompagne Ouais, des entrepreneurs de l'idée à leur première vente, d'accord. tu vois, et en fait si tu veux, enfin et en passant par la création de leurs produits, etc. Parce que les choses ont changé, parce Mhm. qu'aujourd'hui il y a des outils no code qui existent et que sans avoir jamais Exactement. touché à une ligne de code, ben tu peux créer ton produit, tu vois. Donc aujourd'hui c'est encore plus simple. Et aujourd'hui, je conseillerais pas nécessairement aux gens d'aller perdre du temps à essayer de trouver un dev s'ils n'ont pas au moins créé un prototype avec des outils no-code. Et puis, surtout, ton Ça marche. prototype avec les outils no-code, il faut aussi que tu saches à quel besoin il répond. Tu vois, il y a des mecs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ont envie de lancer une application parce qu'ils trouvent ça cool. Et si finalement on leur dit, écoute, le problème que tu essaies de régler, il peut être réglé d'une autre manière, par exemple avec une société de service, ils vont te dire, ben ça m'intéresse pas. Moi, si c'est pas une application, j'y vais pas. Tu vois. Peut-être, mais dans ce cas, il faut Mhm. qu'ils puissent pivoter de leur idée et essayer de trouver une autre idée d'application à un moment ou à un autre, tu vois. Mais voilà, enfin, Exact. la clé, c'est surtout quel problème tu veux résoudre, tu vois. Donc, avant de se C'est lancer ça, dans ouais. des outils Partir no-code, du besoin. ouais, c'est ça. Donc, avant de se lancer dans un Exactement. outil Ok. no-code, même Non, quand on c'est bon à décide, savoir. ouais. C'est bon à savoir. Et c'est Euh, intéressant de savoir aussi que l'écosystème vraiment d'entrepreneuriat, l'incubateur, accélérateur, enfin, ils comprennent que c'est pas la fin du monde si tu débutes pas avec un profil tech, puisque voilà, les outils ont tellement évolué qu'ils peuvent faire confiance sur, on va dire, sur un projet, sur la personne, etc. ouais. Donc ça, c'est un message que je trouve intéressant à faire passer. Moi-même n'étant pas tech, je trouve que c'est cool à savoir pour ceux qui ont envie d'entreprendre et qui hésitent, qui se disent, bah ouais, je suis pas dev, mais moi je veux faire des trucs où j'ai besoin de développer, ou peut-être pas, je sais pas, mais bon. Ouais. Donc ouais, c'est cool de mettre des points sur les i sur le sujet. Après, t'as enfin, donc pour aller plus profondément dans ce sujet-là, t'as aussi une autre notion qui est que Mhm. si t'as enfin, un problème que t'as envie de résoudre et que t'as une solution, enfin, que tu penses que c'est ça la solution parfaite pour ce problème, est-ce que t'es la bonne personne pour mener à bien ce projet? Enfin, est-ce que tu fais partie de la bonne équipe, tu vois?
C'est-à-dire que si demain j'ai envie de lancer un truc dans la blockchain mais que j'y connais rien à la blockchain, est-ce que je suis la bonne personne pour mener à bien ce projet, tu vois, ou est-ce qu'il faudrait pas que j'ai déjà une personne très proche dans mon entourage qui a envie de se lancer avec moi, tu vois, Exact. et que si cette personne-là n'a pas envie de me rejoindre, bon bah, est-ce qu'il faut quand même que je persévère là-dedans, ou est-ce qu'il faut que je trouve une autre idée, tu vois? Faut pas être amoureux de son idée globalement, tu vois. Il faut s'assurer que l'idée sur laquelle tu vas miser, sur laquelle tu vas passer potentiellement des décennies, est-ce que tu es la bonne personne pour le faire, tu vois? Aujourd'hui, si un mec vient me voir et me dit, écoute, je veux faire comme toi, je veux lancer une application sociale, je vais lui dire, écoute, est-ce que tu as la capacité de créer une communauté très rapidement, tu vois? Et est-ce que, si tu te compares à d'autres parties de la population, est-ce que tu serais pas désavantagé, enfin, par rapport à, par exemple, un influenceur qui voudrait lancer exactement la même communauté et qui a déjà une Exact. communauté, tu vois? Est-ce que si tu as envie est-ce que si tu es développeur, même en étant développeur, et que tu t'y connais rien en intelligence artificielle, et que tu as envie de lancer un projet d'intelligence artificielle, est-ce que tu es la personne la plus qualifiée pour lancer ce truc-là, tu vois? Donc faut que tu puisses mettre tes compétences et ta personnalité en face de ton projet, de dire est-ce que Et c'est assez intéressant parce que du coup, alors juste pour essayer de bien comprendre, c'est quoi alors la question qu'il faut se poser? C'est de la légitimité, de l'envie, de la passion, des compétences? C'est pas une question de légitimité. La légitimité, ça s'acquiert et ça s'acquiert assez rapidement. Finalement, parmi toutes les choses que tu peux acquérir, la légitimité, c'est la chose qui peut s'acquérir, enfin l'une des choses qui peut s'acquérir le plus vite. Les compétences, tu vas potentiellement mettre plus de temps à les acquérir que la légitimité, mais du jour au lendemain, si tu fais Forbes, on va considérer que tu es légitime, tu vois. Mais sauf que pour faire Forbes, il va falloir que tes compétences, tu les aies construites avant, que ta boîte, tu l'aies construite avant, etc. C'est la cerise sur le gâteau, la légitimité. Donc c'est pas attention, faut pas non plus avoir un syndrome de l'imposteur en se disant écoute ça c'est pas fait pour moi, que ce soit l'entrepreneuriat ou que ce soit une carrière ou quoi que ce soit, tu vois. Faut partir du On est principe d'accord. que tu as certaines qualités, tu vois. Pareil si je veux donner un exemple, dans le design, ok, dans le design d'application, il y a des designers qui vont être ultra créatifs et qui vont faire des trucs super beaux, mais qui vont pas nécessairement faire attention aux détails, tu vois. Et il y a des designers qui vont avoir un vrai processus de création et qui vont donc potentiellement bosser plus vite que le mec qui a une fibre artistique, donc qui vont parce que les mecs ils auront 40 dossiers qui seront bien rangés, ils sauront que bon bah si je veux faire une barre de navigation, voilà le document dans lequel je vais aller les chercher, voilà la barre de navigation que je vais faire, etc. Et donc ils vont te construire une interface en fonction du brief qu'ils ont reçu, tu vois. Alors que l'autre, il va réfléchir pendant plus longtemps, il va attendre d'avoir l'inspiration et de prendre son truc, tu vois. Donc il y en a celui dont je te parlais, celui qui a ses dossiers qui sont bien rangés, etc. Il va potentiellement avoir l'attention aux détails, il va respecter son processus, etc. L'autre, il va te faire un truc qui est donc peut-être moins aiguisé sur les détails, etc. Et faut pas que le mec qui a la fibre artistique, ils se disent bon bah je suis pas assez organisé donc je vais jamais y arriver, c'est pas fait pour moi, tu vois. Parce que ce mec-là justement, il y a certaines de ses qualités qui sont faites pour qu'il réussisse dans certains contextes, tu vois. C'est pareil si tu parles de gestion, tu vois. Si tu es en gestion de projet, il y a des mecs qui vont faire les choses un peu à l'arrache, qui vont bricoler, etc., qui vont passer par des chemins détournés et qui vont arriver très rapidement à la solution. Il y a des mecs qui vont prendre un peu plus de temps, qui vont être carrés, etc. Ben, celui qui passe par des chemins détournés, il va peut-être se dire, bon, bah, écoute, je suis pas légitime à faire ce boulot-là parce que je suis pas assez carré. Mais en fait, passer par des chemins détournés, parfois, c'est utile, tu vois. Donc, t'as des qualités, t'as des défauts, il faut savoir quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts et comment tu peux les appliquer dans ça. Donc, à partir de ce moment-là, si tu sais que tu peux pas être bon partout, normalement, tu devrais pas avoir de syndrome de l'imposteur. Tu vois, tu devrais pouvoir te dire, bon, bah, tout est possible si j'applique les choses que je sais faire dans la bonne direction. Ok. Donc c'est plus une question de se connaître en amont. Voilà, il faut se connaître et appuyer vraiment sur ses forces et identifier ses faiblesses. Ok. Voilà, ouais. Et puis savoir qu'est-ce qui potentiellement peut faire le succès de cette entreprise. Tu vois, il y a des mecs qui vont se lancer dans des trucs qui demandent de lever énormément de fonds. Et ces mecs-là, je leur dis, ouais, mais attends, t'as jamais monté de boîte, comment tu vas lever des fonds? Ouais, mais les investisseurs, ils filent de l'argent à des gens juste sur des présentations, etc. Et je leur dis, oui, mais non, en fait, ils filent de l'argent à des gens sur la base d'une présentation parce que ces mecs-là, ils ont déjà eu du succès avant ou ils ont une expertise qu'ils ont à revendre, tu vois. Si t'as pas ça, peut-être que tu devrais pas te lancer dans un projet sur lequel t'as besoin d'énormément de fonds, tu vois. Peut-être que tu devrais te lancer dans un projet que tu peux construire avec rien du tout et puis en faire quelque chose d'énorme. Et puis peut-être sur ton deuxième projet ou ton troisième projet,
tu pourras faire un truc où tu vas lever énormément de fonds, tu vois. Mais considère ta carrière entrepreneuriale comme une carrière, tu vois. Lance ton projet, revends-le 20 000 balles si tu veux, et puis ensuite lève des fonds, et puis revends-le 10 millions, et puis voilà quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie nécessairement de te lancer dans un truc qui va valoir 1 milliard? Je sais pas, tu vois. Parce que les entrepreneurs sont des gens qui ont tendance à aimer les risques. Et ça, c'est une des misconceptions, j'ai pas le mot, une des mauvaises conceptions, disons, une des choses que les gens ne comprennent pas. Tu vois, une des choses que les gens ne comprennent pas. Parfait. C'est que je sais plus ce que je voulais dire du coup. C'est que je crois que ça avait un rapport par rapport au risque. Oui, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est que les entrepreneurs ont l'impression que l'entrepreneuriat, qui démarre en tout cas, les primo-entrepreneurs ont l'impression que l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques dans tous les sens, alors qu'en fait, tu dois prendre des risques qui sont calculés pour t'amener dans la bonne direction, tu vois. Le but, c'est pas d'hypothéquer ta maison et de mettre ta vie entre parenthèses pour un truc qui a aucune chance d'arriver. Voilà. Et comme ils ont cette perception-là de l'entrepreneuriat, ils ont l'impression que le reste de l'écosystème fonctionne comme ça. Donc ils vont arriver, ils vont se dire bon bah ok, mon projet il est super risqué, mais s'il marche bien, c'est le projet de la décennie. Donc je vois pas pourquoi les investisseurs ils investissent pas sur moi, alors que les investisseurs leur but, les investisseurs n'aiment pas le risque, tu vois. Sinon c'est des mauvais investisseurs. Exactement. Et parfois tu vas leur dire ça et ils vont te dire ouais ok mais moi je m'en fous d'avoir un mauvais investisseur parce que je vais faire fructifier son argent et je vais faire du bien avec son argent. Et en fait, faut leur faire comprendre que non, tu veux avoir des bons investisseurs. Tu vois, si tu veux en effet, si tu as les ambitions que tu as, il faut que tu aies les meilleurs investisseurs. Et voilà. Donc, mais c'est des choses sur lesquelles j'essaie de transmettre à l'écosystème le plus possible. Non, tu fais bien, ouais. Ça a du sens. Ça a du sens. En parlant de stratégie financière, on aura l'occasion d'en parler pour Plaise, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Du coup, qu'est-ce que Plaise de nos jours exactement? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour avoir ça, il faut que je te refasse le cheminement. Donc à ce moment-là, allez, back forward. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà. Donc je rentre en incubation, j'essaie de trouver des associés. Je m'associe avec un mec pendant une semaine, ça se passe mal. Je m'associe avec un deuxième mec pendant une semaine, ça se passe mal. Je m'associe avec des mecs. Ouais. Ça m'intéresse. Les associés que tu rencontres là, tu les rencontres à l'incubateur ou sur LinkedIn, sur Tinder, je sais pas. Pas à l'incubateur, mais je suis sur toutes les plateformes, sur Shaper et tout. Je swipe toute la journée pour essayer de trouver des gens qui ont plus ou moins les compétences qu'il faut. J'en parle à tout le monde, à la terre entière, à mes potes, aux potes de potes, aux gens de l'incubateur. Je fais tous les événements possibles, les événements start-up. Je vais chercher des étudiants dans leurs écoles, tu vois. Je vais chercher des stagiaires, des alternants, des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, je tape à toutes les portes. Et puis dès qu'il y a une porte qui me dit non, je lui dis écoute, tu peux pas te présenter à une personne qui connaît une personne, tu vois. Et puis du coup, une fois que j'ai trouvé un premier associé temporaire, quand l'associé se barre, je lui dis écoute, t'as pas des gens à me présenter parce qu'on a passé une très bonne semaine ensemble, tu vois. Et donc fil en aiguille, je rencontre d'autres personnes, mais à chaque fois, voilà, pour différentes raisons, soit il n'y a pas de fit, soit les mecs ils font rien pendant 2 semaines, mais genre rien du tout, tu vois. Ou 2 mois d'ailleurs, parfois 2 mois sans prendre une seule ligne de code, etc. Ou alors on n'est pas branché pareil, tu vois, c'est des mecs qui vont avoir un mindset plus ingénieur et donc ils vont me demander un cahier des charges de 50 pages avant de commencer à prendre la première ligne parce que c'est leur habitude de gérer des projets, tu vois, ils n'avaient pas nécessairement cette flexibilité que moi j'avais, tu vois, ils voulaient pas aller aussi vite, etc. Et c'est des créateurs, mais dans un autre sens. C'est des créateurs dans le sens où ils faisaient ce taf-là pour la beauté de la chose. Tu vois, c'était pas des hackers qui allaient coller des choses. Tu vois, c'était des mecs qui voulaient avoir une architecture bien construite, une app bien codée, bien documentée. Voilà. Et alors que moi, j'avais pas besoin de ça. Moi, j'avais besoin d'une première version que j'allais mettre dans la main des gens et j'allais apprendre si oui ou non ça leur plaisait. Tu vois. Donc, en parallèle. Alors, juste pour comprendre, tu voulais un cofondateur intérimaire ou l'idée c'était de rester avec quelqu'un sur le long terme de base? Alors, le but c'était d'avoir quelqu'un sur le long terme, mais qui allait commencer en étant à temps partiel parce qu'ils avaient une vie, ils avaient besoin de se payer des choses, etc. Tu vois. Sachant que moi, je touchais les allocations de Pôle Emploi. On dit souvent que Pôle Emploi c'est le plus grand business angel de France parce que il y a énormément de gens qui peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat en touchant ça, tu vois. Et comme moi j'avais fait 2 ans d'alternance avant, je pouvais bénéficier de 2 ans de chômage. Tu vois. Et donc du coup voilà, donc c'est pour ça que j'avais cette flexibilité et que je pouvais être à temps plein. Mais ces gars-là étaient souvent à temps partiel.
Et donc, en ne trouvant pas de cofondateur qui restait assez longtemps pour pouvoir avancer, ben, je bricolais des choses, tu vois, je créais des chatbots sur Messenger avec des outils no-code de l'époque, sur lesquels t'envoyais une D'accord. photo, et puis le chatbot, c'était moi derrière le chatbot, en fait. Je redistribuais les photos à la main à d'autres personnes et je leur demandais qu'est-ce que t'en penses, et puis les gens me répondaient, et puis derrière, je disais, bon, bah, ta moyenne, c'est de 8 sur 10 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, je prends des Ok, retours mais ça, tu là-dessus. le faisais sur quoi? Sur un site vitrine de... J'allais chercher les gens à la main, tu vois. J'allais à des événements, j'en Ah, parlais la à mano, des ok. gens, tu vois. J'allais devant Ok, les drops vraiment de la mano. Suprême, tu vois, dans la queue, quand les mecs faisaient la queue pour avoir Ok, des éditions limitées, je leur disais, écoutez, ça vous super. intéresserait une app comme ça, tu vois. Aussi parce que, à force La de vraie discuter avec les débrouille. gens, je, grave, vraiment la débrouille, j'avais fini par comprendre que tu peux pas viser le monde entier et qu'en fait, ça sert à rien de Hmm. dire à une app, enfin, que tu crées une app qui est pour tous les passionnés de mode, tu vois. Il fallait que je cible parce que les gens ne se reconnaissaient pas en fait quand je leur disais tu veux une app pour les passionnés de mode, ils me disaient non, tu vois, je suis pas passionné de mode. En revanche, quand je leur disais oui mais t'es là, t'es devant Suprême et tout, je comprends pas, t'es pas passionné de mode. Ils me disaient bah je suis passionné de streetwear, tu vois. Et du coup ça avait plus de Hmm. sens et donc je changeais mon discours à partir de ce moment-là. J'allais voir les mecs, ça te dirait une app pour les passionnés de streetwear, ils me disaient ah ouais grave, et, tu vois et donc là tu plais plus, tu vois. Exact. Donc, tu adoptais ton discours au fur et à mesure que tu récoltais la data pour Ouais. vraiment encore mieux cibler. C'est ça, ouais. Super, d'accord. T'adaptes ton discours, Excellent. t'adaptes ta proposition de valeur, tu vois, c'est quoi la valeur que tu leur apportes, tu finis par le modifier, tu vois. Et donc je fais mes tests, puis je sors la première version de l'application avec un dev qui reste pour le coup 2 mois un petit peu plus de 3 mois dans l'aventure. Ok. Et puis à ce moment-là, je rencontre un de mes associés, Florian, qui est designer, et on se rencontre un peu par hasard parce que je lance une campagne de financement participatif. Donc c'est un truc où tu demandes de D'accord. l'argent à la terre entière en disant salut, j'ai cette idée d'app. Si vous voulez que cette app sorte un jour, vous pouvez mettre de l'argent et puis si vous Sur mettez Ulule, sur Ulule, exactement, ouais. la plateforme. Ulule. Voilà, Ok, c'est ça. super. Et D'accord. donc du coup, les gens arrivent sur la page de ton application et puis ils peuvent te donner de l'argent. Donc des gens que tu connais, des gens que tu connais pas, des gens qui connaissent des gens que tu connais, etc. Ou des gens qui aiment juste le concept, tu vois. On, C'était un succès? Succès, ouais. On a récolté 5 400 euros, donc à peu près 200 Ok. personnes qui mettent entre Ouais, quand 20 et même. 30 euros à ce moment-là, tu vois, pour une application qui serait gratuite 3 mois après, tu vois. Donc on se disait bon bah là on a un truc, tu vois. Ouais, Euh, et clairement. donc voilà, donc je fais cette campagne et pendant cette campagne, à un moment, je discute avec un pote du lycée qui me dit, enfin qui me dit qu'il fait une école, il fait une école du web ou enfin tu vois, enfin il fait l'école européenne des métiers de l'internet, tu vois. Et je lui dis, ah bah tiens, tu connaîtrais pas un designer parce que j'en cherche un, tu vois. Et il me dit, je connais le meilleur, tu vois. Et donc du coup, il me met en relation avec Florian, et puis on discute et on se donne rendez-vous le lendemain. Le lendemain, coup de foudre, et puis on commence à bosser ensemble le surlendemain, tu vois. Et puis le mec, il vient après les cours et son alternance au School Lab, et puis on bosse toute la nuit, et puis le matin, il va en cours en alternance. Enfin, tu vois, mec ultra Ok. chill. Et Il est à fond, quoi. Ok. à fond, tu vois, il avait déjà monté une première startup pendant quelques temps, au School Lab également, tu vois, et donc il revient. Et donc on avance ensemble. Puis finalement, le développeur avec lequel on est quitte le navire genre une semaine avant un rendez-vous avec des Aïe, aïe, investisseurs, aïe. tu vois. Et donc là, on se dit ouais, ça craint, tu vois. Pendant une journée, on fait le tour de tout ce qui est possible. On regarde, enfin tu vois, on se dit on peut pas se pointer au rendez-vous sans app, tu vois, parce que le mec se barre avec le code de l'application. Donc on n'a plus d'application. Donc les 400 personnes qui No utilisent way. l'application à ce Il ne l'a moment-là, pas laissé. tu vois, on les perd, tu vois. Oui, il a pas laissé, il avait bossé 2 mois et il considérait qu'il devait être payé pour son travail et que donc il n'y avait pas de raison tu vois, Ok. qu'il continue sans le rémunérer pour, enfin, tu vois, c'est soit on se débrouille, soit Hmm. s'il nous laisse le taf, il voulait être rémunéré. Oui ou non, tu vois, de toute façon, il allait rien en faire, donc, mais voilà. Et donc, pendant une journée, on appelle toutes les agences, tous les freelances possibles en leur demandant bon, ça coûterait combien de recréer une app comme ça. Et puis, ils nous parlent de chiffres qu'on n'a pas, tu vois. Et donc je me dis bon bah ok bon bah là il me reste 6 jours du coup pour ressortir une app, tu vois. Donc on va sur YouTube avec Florian, on s'enferme pendant une semaine et on regarde tuto sur tuto, genre un tuto sur comment tu crées une app, tu vois. C'est quoi enfin tu vois Ok. quel truc tu télécharges et tout. Un tuto sur comment tu fais une page bleue, comment tu affiches une photo sur cette page bleue, comment tu affiches un texte sur cette photo et enfin et donc tuto sur tuto sur tuto et puis on se pointe au rendez-vous avec les investisseurs
euh, avec une app. Évidemment, c'était pas suffisant, tu vois. Ils avaient besoin de beaucoup plus que ça. Ben encore une fois, tu vois, c'est la naïveté qui a fait qu'on y est allé, mais c'est aussi la naïveté qui a Clairement. fait tu vois, qu'on s'est dit bon bah on peut apprendre à coder en une semaine et qu'on l'a fait, tu vois. Parce qu'il y avait quand même une V0, quoi. Si on peut appeler ça une V0, si je comprends bien. Ouais, mais le mec Il y avait était un parti avec prototype. la V0. Il est parti avec la Non, mais V0. vous avez réussi à reproduire une V0 ou un prototype Oui, c'est ça, sans oui, cette c'est dev. ça. Voilà. Tu vois. Et donc, et finalement, heureusement que ces investisseurs donnent leur chance à des entrepreneurs de venir prendre un petit peu de leur temps et de discuter avec eux, même s'ils investissent pas Clairement. sur ces gens-là, parce que du coup, ça te motive, tu vois, t'as un peu un truc Totalement. vers Et il y a lequel un t'as envie d'aller. feedback Tu vois. aussi. C'est ça. Il y a un feedback et tout. Et donc, et puis surtout, une fois qu'on a cette version-là, on se dit, attends, on a réussi à créer une V0, on peut créer une version 1000 si on veut. Donc là, on continue, tu vois. Et donc on continue, on avance, puis entre-temps on organise des événements pour de pré-lancement de, de l'application, etc. On organise par exemple toute une semaine d'événements, on organise notre propre Fashion Week et tout. Et donc on commence à faire monter un D'accord. petit peu la sauce, un petit peu la hype, etc. Et donc en fait plus il y a de choses qui se construisent, plus finalement les gens avec qui on parlait, que ce soit les gens vers qui on allait ou les gens qui venaient vers nous parfois, en termes d'associés potentiels, étaient de qualité, tu vois, parce qu'au début, quand tu vas taper à la porte de tout le monde et que tu dis salut, tu veux t'associer avec moi, j'ai juste une idée, bah le mec en question, alors c'est valable pour les devs, mais c'est aussi valable pour les gars qui font autre chose, tu vois. Mais finalement, le mec soit il va Mhm. aller bosser dans une entreprise qui va le payer, tu vois, genre comme toute entreprise, tu vois, une entreprise normale, soit il va faire du freelance depuis la France donc du coup il va pouvoir bosser sur des sujets différents mais être payé aussi, soit il va faire du freelance depuis l'étranger, le mec il prend son aller simple pour Bali et puis il est payé avec des salaires plus ou moins français mais il surfe tous les Donc 2 jours, tu vois. là-bas, pour voir le Soit pétrole. Ok. exact. Tu vois. Soit il va bosser dans une super entreprise du genre Apple ou Google ou des choses comme ça, tu vois, si le mec est vraiment bon, tu vois. Et donc en plus il Mm. jouera avec des trucs qui sont hyper stylés. Soit s'il est intéressé par l'entrepreneuriat, il va aller bosser sur un projet qui est un peu plus avancé que le tien. Soit s'il est vraiment intéressé, il va bosser sur son propre projet, tu vois. Donc toi quand t'arrives, l'option numéro 7 et la moins attrayante, tu vois. À part si le mec vraiment il a envie de prendre des risques, tu vois. Et donc du coup, t'es obligé de poser des blocs et de dire bon bah j'ai des utilisateurs, j'ai organisé des événements, j'ai des gens qui me suivent sur Instagram, etc., etc. Pour que parfois je fais du chiffre d'affaires, pour que les mecs t'aies une capacité à les convaincre, tu vois. Et donc Et donc, si je comprends bien, enfin, selon toi, enfin, selon vous, c'est vraiment typique des devs. non, c'est D'aller pareil pour tout le chercher un monde. co-associé dev, c'est le profil. Pareil pour tout le Alors monde. Ok. c'est en fait la difficulté est la même pour tout le monde. Si t'es dev et que tu veux t'associer Mhm. avec un gars qui fait du business ou du marketing ou du Oh, c'est design dur. ou peu importe, les mecs ils ont autre chose à faire de leur vie, tu vois. Et en fait, tu vois, les gars à qui tu parles, ils ont une vie, tu vois. Donc et tu leur demandes de tout lâcher Ouais. pour un mec qu'ils connaissent pas, tu vois. Et tu vois, genre Mm. un peu, il faut vraiment que les mecs ils aient ce mindset de pirate, tu vois. Tu vas voir un mec, tu lui dis, écoute, il y a un coffre au trésor Exact. là-bas, peut-être qu'on va le trouver, peut-être qu'on va jamais le trouver, mais si tu viens dans l'aventure, c'est pas parce que tu as envie du coffre au trésor. Alors c'est une des motivations, mais c'est surtout parce que tu as envie de la vie Ouais. de pirate, tu vois, parce que tu as Faut envie kiffer d'être le sur le process, bateau quoi. avec nous, Ouais. et tu vois. Et donc, et ça court pas les rues, tu vois. Et donc, et même quand ça court les rues, bah, généralement, c'est que c'est des mecs qui ont une grande motivation. Donc, si les mecs ils ont une grande motivation, ils sont fortement chassés, tu vois. Et s'ils sont fortement chassés, bah, il faut que tu empiles des briques pour t'assurer d'avoir les meilleurs, tu vois. Encore une fois, sinon tu vas Alors, avoir comment vous avez fait des gens qui sont pas bons. Bah, pour du coup, trouver voilà, tu vois. le pirate? Donc, du coup, Le pirate alors, ultime, là. alors, ce qui est très drôle, c'est, on construit ces briques, tu vois. On passe Ouais. dans d'autres incubateurs, on passe à un incubateur de l'ESSEC, etc. On a des locaux du coup, d'autres locaux à ce moment-là, et donc on avance sur l'application et on convainc de plus en plus de personnes qui sont de meilleure qualité. On a des stagiaires qui décident de nous rejoindre, etc. Donc on avance un peu plus vite. D'ailleurs, je les remercie toutes ces personnes-là, hein, ces stagiaires, les mecs qui ont bossé avec nous ne serait-ce qu'une semaine, enfin tu vois, genre
Clairement. Pareil. Mais comme je te disais au début, je suis reconnaissant qu'il y ait des gens qui m'aient fait confiance sur ce genre de choses à un moment où finalement t'as pas grand chose à montrer, tu vois. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de nous faire confiance, tu vois. Et donc, enfin, ça reste toujours pas la chose la plus simple à faire du monde, tu vois. Il y a quand même du mérite aux mecs qui continuent à nous suivre. Prends le risque. Voilà, tu vois, c'est toujours un risque. Et donc voilà. Donc, et à ce moment-là, donc la qualité des gens avec qui on discute pour les recruter est de mieux en mieux. Et puis, enfin, l'anecdote, c'est que on rencontre un mec qui nous dit, écoutez, j'apprends un dev, je suis un peu comme vous, mais j'ai envie d'être CTO, j'ai envie tu vois, quand la boîte va grandir, j'ai envie de continuer à faire du dev, quoi. J'ai pas envie parce que nous, notre but à Florian et moi, c'est on dev tant qu'on a besoin de dev, mais le jour où il faut se concentrer sur la partie business, il faut que je le fasse, tu vois. Je pourrais moins dev. Ce qui finalement il faut, hein, j'ai continué à dev jusqu'à aujourd'hui. Pareil, hein, tu sais, tu peux jamais prévoir ce qui va se passer. Et donc, à ce moment-là, donc ce mec-là veut nous rejoindre. Tu vois, on s'entend super bien avec lui. Et puis, mais il sent qu'il a des limites et que il peut pas faire bouger la boîte aussi vite qu'il voudrait la faire bouger. Il nous dit, écoutez, j'ai un mentor. Donc le mec en question, le mec dont je te parle, il a 28 ans. Il avait 28 ans à l'époque. Il nous dit, j'ai un mentor. Okay. Le mec est super bon en dev, c'est lui qui m'apprend tout. Je pense que ce serait bien s'il rejoignait l'équipe. Donc il nous présente son mentor, Bilal, donc qui est devenu notre associé. Et puis on voit débarquer un mec je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, tu vois, il avait peut-être 22, 23 ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc nous on se dit, mais attends, mais le gars de 22, 23 ans là, il est en train de mentorer l'autre mec de 28 ans, quoi, c'est Mark Zuckerberg, c'est un génie, enfin qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc on s'entend super bien avec lui et il se trouve que, enfin tu vois, genre, je sais pas s'il avait considéré l'entrepreneuriat avant ça, mais tu vois, c'est un pirate, tu vois. Donc le mec il s'est dit, vas-y, tiens, il y a un bateau là, je vais monter sur le bateau, et peut-être qu'on va trouver le trésor, peut-être pas, tu vois. Mais les gars m'ont l'air intéressants et puis voilà, j'ai envie de le faire, tu vois. Ça me fait marrer. Il y a quand même des pépites. Ouais, pépite grave, parce que le mec est pas, enfin, tu vois, pas juste dev, tu vois, c'est un CTO, tu vois. Un CTO, c'est quoi? C'est pas juste le mec enfin, tu vois, qui va juste développer et puis s'arrêter à ça. C'est un gars qui est passionnant, tu vois. Quelque temps avant, il avait lancé son site de e-commerce, dans le simple but de comprendre un petit peu la chaîne de valeur de comment est-ce que tu crées un site de e-commerce, comment tu vends, comment est-ce que tu envoies les trucs chez les gens, etc., comment tu fais de l'argent, tu vois. Et c'était notre mentalité à nous aussi, tu vois, on apprend plein de trucs. Le dernier truc que j'ai appris à faire, c'est comment créer un NFT, tu vois. Donc du coup, j'ai fait tout le parcours sur voilà, tu crées le NFT, tu crées le fichier JPEG et machin, et puis après je me le suis vendu à moi-même, tu vois, mais pour voir tu vois, toute la transaction du truc. Plus pour l'expérience. Ouais. Voilà. Et Bilal, c'est pareil, tu vois, Bilal, il a débarqué dans une boîte qui parlait de streetwear, il y connaissait rien. Et le mec, 3 jours après, il nous envoyait tous les articles qu'il trouvait sur Internet, il nous envoyait des articles de design, etc. Et franchement, ça a un impact genre, phénoménal, tu vois. Typiquement, une des plus belles anecdotes qui nous est arrivée grâce à un des articles de Bilal, c'est qu'il nous envoie un truc en nous disant, l'article c'était genre, est-ce que votre boîte vaut le coup de se tatouer le logo de la boîte, enfin, tu vois. Et si je paraphrase en gros, c'était un article qui disait que genre 10% des gens qui bossaient chez Harley Davidson avaient le tatouage Harley Davidson, tu vois. Et puis ça nous fait marrer, on se dit, écoutez, est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là, tu vois? Est-ce qu'on est arrivé à ce stade où ça vaut le coup de se tatouer le logo et tout? Donc on fait un appel on met une story sur Instagram, on dit bon bah qui est chaud pour se tatouer le logo? T'as 10 personnes qui lèvent la main et on se dit non mais impossible, tu vois, genre bullshit. Et puis il y a un mec qui nous dit et j'ai une machine moi, donc si vous voulez que je tatoue les gars, je suis disponible. Mais non. Donc on se dit, tu vois, on leur envoie une adresse et tout, donc du coup l'adresse de nos stagiaires de l'époque, et on leur dit écoutez, rendez-vous à tel jour. Et donc t'en as 7 qui sont pas dispo parce que tu vois, pareil, les mecs ils ont une vie, tu vois, mais t'en as 3 qui se pointent, et puis du coup t'en as donc 2 qui finissent avec le logo Plaise à différents endroits, et puis un qui se tatoue Plaise Gang en énorme sur le bras, tu vois. Et donc bon, tu vois, c'est des petites choses, mais c'est des trucs qui te motivent. Et encore une fois, ça a été déclenché. Clairement, ça motive. Bilal était du genre à aller chercher des articles sur Internet, tu vois. Donc super. C'est la curiosité là. Voilà. Là, l'info que je retiens, c'est vraiment la curiosité quoi de l'entrepreneur, quoi. Ouais, c'est vraiment clé. C'est la curiosité, envie d'apprendre, envie d'aller au fond des choses, tu vois. Envie de multitasker aussi, parce que
et de bosser Il beaucoup faut. d'heures, parce que si tu bosses 35 heures dans ta Mm. semaine, t'as pas le temps d'aller lire des articles, tu vois. Donc Ah, c'est mort. il y a que Ouais. et ça pareil, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Je leur disais, ouais, je bosse 90 heures dans la semaine. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais en 90 heures, tu vois? Et en fait, c'est juste qu'il y a plein de trucs qui te prennent du temps. Tu lis un article, ça te prend 1 heure, puis après tu es au téléphone avec telle personne, et puis Exact. tu manages, et puis tu codes, et puis tu fais le marketing, et puis tu postes sur les réseaux, et ça, ouais, pareil, les gens ont mis du temps à comprendre, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais je leur en veux pas, hein, j'étais pareil. Moi, les premières questions que je posais aux Non, entrepreneurs que je rencontrais, c'était comment tu combles tes journées, quoi. Maintenant que tu as tes clients et que tu as assez de clients pour te payer, etc., à part aller chercher de nouveaux clients, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu vois, ton site, il est en ligne. Et ils m'ont dit, ouais, mais en fait, ton mm, mm, site, si t'es vraiment chaud, tu peux le modifier tous les jours, tu vois, tu peux l'améliorer tous les jours. Mais du coup, c'est pas juste l'améliorer en sortant clairement. nulle part, il faut que tu discutes avec tes clients, il faut que tu traques les datas pour voir jusqu'où les mecs ils scrollent, etc., sur quel bouton ils cliquent, et est-ce que tu vas changer la couleur de ce bouton, le mot qui est sur ce bouton-là, etc., pour t'améliorer. Mais du coup, ça demande aussi du temps où tu vas aller regarder des conférences sur comment créer un bon site web, écouter des podcasts à ce propos-là, lire des articles, et du coup, bon, ça fait que tes semaines, elles font vite 90 heures, quoi. Ouais, t'es en apprentissage constant, ouais, je suis totalement Ouais. d'accord. Et nous, par exemple, avec Tourcrib, on est dans le tourisme Mhm. et on est vraiment dans une position où l'écosystème a une importance vraiment énorme. Et on est obligé Mhm. de faire une veille constante par rapport à l'écosystème, à nos partenaires, nos concurrents, etc. Et c'est même ça aussi, ça prend énormément de temps, mais il y a extrêmement de valeur à faire ça, quoi. Ne serait-ce que Ouais. mettre en place des Google Alerts, tu vois, sur ton marché, c'est des choses auxquelles on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir, quoi. Ouais. Donc, Exact. ouais, Et en je fait, te si rejoins tu veux, totalement là-dessus. là, justement, t'en parles, tu vois, mettre en place des Google Alerts. Déjà, il y a le moment où il faut que tu apprennes ce que c'est qu'une Google Alert. Donc, pour les gens qui vont nous regarder ou nous écouter et qui savent pas, une Totalement. Google Alert, c'est donc une alerte envoyée par Google lorsqu'un mot est mentionné. Par exemple, nous, on en a une sur Blaze pour savoir quand est-ce qu'il y a des articles qui sont écrits à notre propos. Mais par défaut, tu ne sais Exact. pas ce que c'est qu'une Google Alert, tu vois. Donc, il faut l'apprendre et soit l'apprendre par hasard, soit faire des recherches, tu Exact. Avoir la curiosité même de se dire, OK, est-ce que c'est possible de mettre une alerte sur Internet, sur un mot, etc. vois. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment un mindset. Mais j'aimerais juste revenir un peu sur le product market fit avant de continuer vraiment sur Plaise. Enfin, product Mhm. market fit, pardon. À vrai dire, je pensais à l'associé market fit, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai l'impression que tu as fait au moins une quinzaine d'associés. Une dizaine, Et au plus une dizaine final, qu'une quinzaine, enfin, ouais. une dizaine. OK, OK. Et quels seraient vraiment les critères, en fait, pour un bon associé? Enfin, pour Ouf. toi, on a vu la curiosité, le côté pépite, tu vois, mais comment tu Alors, fais? Enfin, c'est une c'est pas très évident. bonne question. Merci pour cette question. Et ouais, c'est difficile. En fait, première chose, il faut que ton associé il soit le plus possible complémentaire de toi, tu vois. Complémentaire OK. en termes de compétences, mais peut-être en termes de personnalité, tu vois. C'est-à-dire que si vous avez des compétences différentes, mais que vous êtes tous les deux très timides et qu'aucun de vous n'est capable d'aller vendre, encore une fois, il faut se poser la question. Donc, est-ce que du coup, je monte la bonne startup, tu vois, si j'aime vraiment pas vendre, mais que ma startup implique de vendre des choses, est-ce que je monte la bonne startup ou est-ce que je ferais pas mieux de faire une startup qui fait autre chose? Ou alors, est-ce que je vais chercher un associé qui va pouvoir vendre, tu vois? Mais il faut qu'il y ait au moins des mecs, qui sachent construire le produit et qui sachent vendre le produit dans la même équipe, tu vois. Donc il faut cette complémentarité. OK. Alors dit comme ça, encore une fois, c'est facile. Et si tu veux, un des trucs aussi que j'avais pas compris, c'est que, enfin, l'écosystème me faisait croire que c'était facile de trouver un associé dev, tu vois. L'écosystème me disait des choses, encore une fois, je leur en veux pas, mais il me disait des choses du genre, si t'arrives pas à convaincre un dev, de se rejoindre dans ton aventure, mais t'es pas très convaincant finalement comme fondateur, et du coup, normalement, c'est la première qualité d'un fondateur, donc il faut que tu saches convaincre les gens. Et du coup, je me concentrais sur les mauvaises choses, j'essayais de convaincre les gens, je faisais des super présentations, etc. Alors qu'en fait, si le temps passé à faire des présentations, je l'avais passé à construire un produit, tu vois, bah, j'aurais avancé beaucoup plus vite, tu vois. Et je voyais que tout le monde avait un cofondateur et je me disais, attends, je suis le seul à pas réussir à convaincre un mec, mais c'est beaucoup plus simple si ton meilleur pote de l'école primaire, il a fait une carrière dans le business et toi, tu as fait une carrière dans le développement informatique et que du coup, Totalement. vous avez envie de lancer une boîte ensemble, tu vois, ou si tu as 5 ans d'expérience en entreprise et que du coup, dans ton entreprise, il y avait des mecs qui développaient, ou alors si tu as 30 ans, donc potentiellement que ton réseau professionnel, il est plus étendu que si tu avais 20 ans et que du coup, tu as forcément plus de gens qui connaissent des devs ou plus de devs dans ton réseau, etc. Tu vois.
Ou alors, si au début de ton aventure, mettons, je sais pas, t'es encore en poste et en fait, du coup, tu vas faire pendant 1 ou 2 ans tous les meetings de dev sans même avoir une idée et puis tu trouves un dev à un moment ou à un autre. Enfin, tu vois, il y a mille et une raisons qui fait que tu peux trouver un dev et qui sont finalement pas évidentes pour tout le monde. Mais du coup, voilà, l'écosystème me faisait croire que c'était facile à faire. Donc tu ne fermes pas du tout la porte à avoir un associé justement dans ton, on va dire, dans ton cercle de niveau 1, des amis, peut-être de la famille. Selon toi, ouais, ça peut fonctionner. C'est une très bonne question également. Ça peut fonctionner. Alors évidemment, il y a une période entre guillemets d'essai où tu vas t'assurer que tu arrives bien à bosser avec cette personne. Mais oui, si tu veux, il y a des contre-exemples dans tous les sens. Tu vois, il y a des. Je pourrais te dire, ça marche jamais les gens qui entreprennent en couple ou ça marche jamais les gens qui entreprennent en famille. Mais finalement, il y a des contre-exemples partout. Tu vois, chaque parcours est unique. Donc, j'ai pas de vérité absolue. Mais c'est juste que il n'y a pas de réponse exacte. Ouais, il n'y a pas de réponse exacte, mais dans certaines situations, il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention. Tu vois, la manière dont les gens peuvent se disputer en famille, elle est pas pareille que la manière dont les gens peuvent se disputer entre amis, etc. Donc voilà, c'est juste qu'il faut dire bon bah ok, quelle est la particularité de mon association et avec cette association-là, quelles sont les choses auxquelles il faut que je fasse particulièrement attention. Tu vois, est-ce que j'ai beaucoup plus d'études de côté que mon associé? Est-ce que j'ai beaucoup plus de temps disponible que mon associé? Est-ce que ça va créer des tensions ou pas, tu vois? Et puis poser ça sur la table, en discuter avec ton associé, genre écoute, je sais que tu es disponible que 10 heures par semaine, comment on fait, tu vois, et comment je m'assure que ça va pas créer des tensions, et puis le jour où moi je suis tendu par rapport à ça, viens m'en parler, tu vois. Il faut toujours en fait, il faut jamais que la raison de l'échec de ton entreprise, ça puisse être l'envie d'éviter une conversation, tu vois. Faut pas que ta boîte elle aille dans le mur juste parce que t'as pas envie de parler d'un sujet difficile avec ton associé, avec ton client, avec ton investisseur ou peu importe. Tu vois, ce serait une raison trop bête. Totalement. Donc, totalement. Non, super intéressant. Et tu fais une bonne transition sur le sujet de la rémunération temps, dans le sens où, comme tu l'as dit, tu vois, toi, tu pouvais, grâce au chômage, être full-time, tes associés pas tout le temps. Du coup, la question que moi je me pose à chaque fois, c'est à quel moment tu es censé te rémunérer par la boîte? Est-ce qu'il y a, on va dire, une corrélation entre le temps que tu peux y mettre et la rémunération? Est-ce qu'il faut faire en sorte de se rémunérer au plus vite, comme ça tout le monde est focus? Quel est ton point de vue là-dessus? Si tu veux, étant donné que c'est possible de créer une boîte qui va faire du cash rapidement, il y a peu de raisons pour lesquelles j'encouragerais les gens aujourd'hui de faire des boîtes qui vont mettre du temps à faire du cash. Tu vois. Si demain un mec pareil vient me voir et me dit j'ai envie de faire un réseau social, je vais lui dire mais écoute, assure-toi que t'as pas besoin d'1 million d'utilisateurs pour commencer à te rémunérer, quoi. Parce que le million d'utilisateurs, il est très difficile à avoir. Tu vois. Et les gens s'en rendent pas compte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen je sais pas, vendre du service ou vendre un produit qui soit payant le plus rapidement possible pour faire que très rapidement la boîte puisse générer du cash et pour que le plus de monde possible dans l'entreprise puisse se mettre à temps plein. Donc ça serait déjà la première réponse à ça, faire en sorte que les gens puissent se améliorer le plus rapidement possible. Évidemment, ça va dépendre des besoins des gens, tu vois. Si t'as un prêt à rembourser ou des choses comme ça, c'est normal que potentiellement le jour où on commence à se rémunérer, tu sois peut-être plus rémunéré que l'autre, etc. Mais tu vois, du coup, il faut être transparent là-dessus parce que sinon, ça va créer des tensions, que ce soit au début de l'aventure, au milieu ou quand la boîte a grandi, tu vois. Parce que c'est toujours des choses qui peuvent créer des discussions Clairement. Non, je suis en plein dedans moi aussi par rapport à mon entreprise. Mais vous avez commencé à vous rémunérer au bout de combien de temps? Vous de votre côté avec Plaise? Toujours pas rémunéré. Alors. Ok, d'accord. La façon dont tu disais, je croyais. Non, mais alors, ça c'est ça les trucs. Hein. Faut faire attention à ce que les gens vous disent sur Internet. Hein. Les mecs qui vont te parler de choses. Exact. Qui maîtrisent en théorie parfaitement, tu vois, parce que le truc c'est que justement, c'est cette réflexion, je l'ai pas uniquement via mon aventure, je l'ai parce que du coup j'accompagne plein d'autres entrepreneurs sur leurs aventures, donc du coup j'essaie de les guider dans ces directions-là via un startup studio qui s'appelle Start the Fuck Up. Donc comme je te disais, donc on accompagne les entrepreneurs de l'idée
au vendre le plus rapidement possible, mais également également les grands groupes. Tu vois, parce que les grands groupes finalement ont les mêmes problématiques que les entrepreneurs. Quand tu as un patron d'un département qui a une idée et qui traîne dans les couloirs pendant très longtemps, dans les tiroirs pendant très longtemps et qu'ils veulent en faire une réalité, et s'ils la confient à des gens qui ont jamais entrepris, c'est difficile d'en faire une réalité parce qu'ils vont se prendre tous les murs que ce serait pris, tous les murs classiques, tu vois, les trucs de je veux viser tout le monde alors qu'en fait il faut viser une niche, tu vois, truc de pas nécessairement bien calibrer son business model et ces choses-là, tu vois. Vous pensez qu'ils peuvent très rapidement aller lever de l'argent ou des choses comme ça, sans avoir prototypé, ou passer 6 mois à prototyper alors qu'ils pourraient avoir un prototype en une semaine, ou vouloir faire une appli alors qu'en fait c'est pas ça qu'il faudrait faire, etc. Donc tous ces murs-là, ils vont se les prendre s'ils sont pas accompagnés par des gens qui ont entrepris avant. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait chez Start the Fuck Up. Donc que ce soit du coup via les idées qui viennent des patrons ou via des programmes d'innovation où tu vas prendre plein de personnes dans l'entreprise qui vont postuler en disant salut, moi j'aimerais bien faire un programme d'entrepreneuriat, et puis du coup faire émerger les idées à partir des collaborateurs, et puis ces gens-là pareil ont les mêmes problématiques, il faut qu'ils soient accompagnés par des coachs en startup. Ok, cool, super. Voilà. Et donc en termes de rémunération pour Plaise, vous vous êtes dit oui, on a le temps. C'est ça. On s'est dit on a le temps, tu vois. Et puis on s'est surtout dit depuis le début, on sait pas combien de temps ça va nous prendre justement d'atteindre 8 millions d'utilisateurs. Parce que je te dis mais si ça se trouve, tu as besoin de 20 millions d'utilisateurs sur ça pour être pour commencer à faire de l'argent, etc. Et donc on s'est dit plutôt que de se mettre des pressions qui sont pas nécessaires. Après le moment où j'ai eu le chômage, je faisais de temps en temps des missions freelance ponctuellement, tu vois, parce que du coup j'avais acquis assez d'expérience pour faire des choses, par exemple aider les gens sur leur business plan, tu vois, ou leur stratégie de développement de marché ou des choses comme ça, tu vois. Pareil, Flo, il avait une compétence qui se revendait très facilement, tu vois, la compétence en design d'interface et l'expérience. Bilal, évidemment, il est développeur, donc il pouvait faire tout ce qu'il voulait en termes de dev. Et du coup voilà, donc on se rémunérait par d'autres manières. À certains moments, vous avez des side projects, ouais, alors à certains moments. Donc encore une fois, c'est très ponctuel parce que finalement en freelance, vu que c'est assez incertain, t'es plus payé que ce que tu devrais être payé pour le travail que tu fais, tu vois. T'es payé à ta juste valeur, et ta juste valeur qui est plus grande que celle que tu pourrais avoir à niveau égal de compétences en entreprise. Parce que voilà, parce que t'es indépendant, parce que l'entreprise qui te paye prend moins de risques, etc. et te signe pas des contrats, etc., des contrats en CDI, etc. Donc voilà, du coup, on n'avait pas besoin de travailler énormément. Enfin, genre même quand j'ai commencé à prendre des vacances, ce qui est arrivé très tard, ce que je ne conseille pas, tu vois, j'ai pas pris de vacances peut-être pendant 3 ans. Et je recommande à tout le monde aujourd'hui de prendre des vacances si c'est possible, peut-être même 3 ans et demi, tu vois. Mais pas de vacances, c'est-à-dire pas un week-end, tu vois. Genre, on bossait 7 sur 7. Vraiment non-stop. Et si à l'occasion je devais bouger ou aller quelque part en week-end, c'était avec l'ordi, et puis sur le trajet je bossais, et puis sur place je bossais, tu vois. Donc voilà, c'est pas du tout recommandé. Parce que t'es moins capable de te focus, et parce que du coup tu optimises pas pour ton kiff, tu vois. Si tu n'optimises pas pour ton kiff, si tu kiffes pas ce que tu fais, impossible que tu bosses 90 heures par semaine sans kiffer, tu vois. Ou alors tu vas le faire pendant un an, mais tu vas craquer. Tu vas lâcher au bout d'un moment. Ouais. Voilà. Donc tu optimises en te disant écoute, il faut que je kiffe. Donc pour te dire que même les fois où une fois que j'ai commencé à aller en vacances, où je voulais aller en vacances, donc où mon train de vie coûtait plus cher que ce qui me coûtait dans la vie de tous les jours. Quand je faisais du freelance, je pouvais faire du freelance une semaine dans le mois, et puis voilà, ça me payait tout le reste du mois, et puis les vacances quand il fallait prendre des vacances. Et donc du coup, c'est ce qui nous a permis finalement d'être indépendant, de pas avoir besoin d'investisseurs ou de choses comme ça. Et de plus en plus, on a commencé à obtenir des bourses comme la bourse French Tech Tremplin, qui est donc un concours où on va. Alors, il est particulièrement focus sur les gens issus de la diversité, pour augmenter pour rendre le monde entrepreneurial français plus inclusif. Et donc ça vise donc soit les gens qui bénéficient des minima sociaux, soit donc RSA par exemple, soit des gens qui vivent dans un quartier prioritaire de la ville, soit des réfugiés politiques, soit des boursiers de l'enseignement supérieur, tu vois.
Et puis il y a certainement d'autres critères, mais donc voilà. Donc du coup, c'est des bourses entre 20 et 40 000 euros, donc et qu'on a eu 2 fois du coup, la version 20 et la version 40 000, et donc qui nous permettait donc de faire tourner Ok. l'entreprise, de payer des freelances, de payer des stagiaires, de faire grandir l'équipe, etc., etc. Tu vois. Et donc au moment où on s'est dit bon, écoute, il serait temps de commencer à faire générer de l'argent, on a créé une Donc, au branche bout de combien de B2B. temps? 3 ans, 4 ans? On l'a toujours eu en tête, mais à un moment, on a cru que c'était une nécessité parce qu'on s'est dit bon bah les investisseurs ont besoin de voir ça pour, euh, pour investir sur la boîte, tu vois. Et là où on s'est trompé, c'est que D'accord. ce qu'ils auraient voulu voir, c'est pas juste est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires, tu vois, ou est-ce qu'on fait 50 000 de chiffre d'affaires par an, tu vois, mais c'est genre vraiment un truc qui part sur une tendance comme ça et qui est en train de, enfin, qui t'assure que l'entreprise va pouvoir survivre et que l'investisseur ne prend finalement pas de risque en misant sur toi. Tout simplement parce que cet investisseur, en fait, il faut comprendre comment il fonctionne. Si c'est un individu, le mec, il joue son propre argent. Il a bossé dur pour avoir cet argent-là et potentiellement il a bossé avec tu vois avec des pépites, tu vois, le mec il a l'habitude de voir des gens qui sont excellents, il a l'habitude de bosser avec des gens qui sont excellents, tu vois, que ce soit ses clients, etc. Il voit la crème de la crème à longueur de journée. Donc si tu viens et que tu lui présentes un truc et que t'es pas la crème de la crème, il a aucune raison d'investir sur toi. S'il n'investit pas sur toi, tu vois, il a pas une deadline, tu vois. À part peut-être les impôts, tu vois, mais la probabilité que tu sois la meilleure startup qui vient le voir, si t'as pas un business qui est solide, c'est compliqué, tu vois. Même si le mec il a une deadline et qu'il faut qu'il investisse avant le prochain round des impôts, tu vois, c'est pas juste parce que tu as une idée que le mec il va mettre de l'argent, tu vois. Ni parce qu'il t'aime bien. Encore une fois, sauf si c'est un mauvais investisseur, tu vois. Il a pas à investir parce qu'il t'aime bien. Et si c'est un investisseur qui bosse dans un fonds C'est du business. d'investissement, c'est du business évidemment, tu vois. Enfin, les gens qui me disent j'ai fait un pitch deck et donc je vais aller voir des investisseurs, je leur dis mais attends, mais est-ce que si toi tu avais de l'argent, t'investirais sur des mecs juste qui te montrent un pitch deck, tu vois, Exact. C'est la et première question à se poser, ouais. Est-ce que mais toi-même ouais, t'investisserais dans ta boîte, ouais. ouais. Et est-ce que enfin peut-être que tu le ferais une fois, tu vois, mais au bout de 2 ou 3 ou 10, tu vois, tu te dirais bon, enfin quand tu commences à devenir un bon investisseur, tu te dirais bon, enfin faut peut-être que je commence à être un peu plus, tu vois, sérieux sur la manière dont j'investis. Donc c'est une première chose. Et si tu bosses pour un fonds d'investissement, c'est pas ton argent que tu mises, c'est l'argent des autres. Les autres qui t'ont donné de l'argent, ils t'ont fait confiance. Et quand tu vas investir sur une boîte, si la boîte, elle se plante, tu vas devoir justifier et dire à ton investisseur, enfin au mec qui t'a filé de l'argent en tant qu'investisseur pour que tu l'investisses. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire, écoute, mec, cette boîte, elle s'est plantée. Et si t'es pas complètement carré sur la boîte, les boîtes sur lesquelles tu investis, tu vois, les mecs, ils vont te dire, mais c'est évidemment que cette boîte, elle allait se planter. Les mecs, ils font pas de chiffre d'affaires. Les mecs, ils ont pas de solution. Les mecs, leur équipe, elle est bancale. Ils avaient jamais monté de boîte avant, tu vois. Donc, il faut que tous ces trucs-là, enfin, que tu coches plein de cases pour que le mec, si tu te plantes, il puisse être serein et dire, ouais, ils avaient aucune chance de se planter, mais ils se sont plantés. C'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à investir sur des mecs qui ont fait HEC ou des choses comme ça. Parce que si le mec qui a fait HEC s'est Bien sûr. planté, tu vas te dire, ouais, bah, tout le monde se serait planté. Même lui, il s'est planté, donc tout le monde se serait planté, tu vois. Donc voilà, Exact. et pour ces raisons-là, c'est pour ça qu'il y a des concours pour que la diversité puisse avoir plus de chance et puis À donc la se French Tech. remplacer. Ouais. Mhm. Il y en a sûrement Excellent, d'autres, ouais. hein, il C'est y a une très plein bonne de, initiative pour ceux qui ouais, connaissaient pas. il y a plein d'associations, Totalement, ouais. et les Ça talents évolue pas mal frustrés, là-dessus. ouais, ouais. Donc Super, ouais, super. Bah, à l'occasion, ouais, je pourrais envoyer aux auditeurs vraiment la liste, faire un petit ouais, ouais. benchmark et la liste vraiment Et alors de du coup, je l'ensemble sais pas si des j'ai projets qui permettent répondu, de je sais pas si bénéficier. j'ai répondu à ta question parce que ah oui, donc Mais c'est ça. Donc on lance en le quelque B2B. sorte. Ouais. Donc on lance le Ok. B2B pour faire ça et donc pour te tracer la version courte du B2B, on le fait pendant pas mal de temps. Et à un D'accord. moment, donc enfin tu vois, on fait quand même du chiffre, tu vois, on crée des dashboards sur lesquels les marques vont pouvoir suivre ce qui se passe un peu sur l'application, etc. Tu vois, ou alors Alors, juste pour revenir, quand tu dis vous lancez le B2B, c'est-à-dire, ça consiste en quoi? alors ouais, donc en gros, donc enfin ça consiste en moi et les stagiaires qui allons trouver des marques et on va leur proposer différents types de services. Tu Ok. vois. On va essayer de creuser quels sont leurs besoins, tu Très vois. bien. Et puis on s'est rendu compte qu'elles avaient des besoins en détection de tendance, des besoins en recrutement, des choses comme ça. Et donc du coup voilà, on leur proposait des offres qui correspondaient à ça, tu vois. Donc on fait du Excellent. chiffre à ce moment-là grâce à ça. Sauf que le chiffre qu'on fait, bah on préfère leur investir sur les stagiaires ou sur sur le fait de faire grandir la communauté plutôt que de se payer nous. Tu vois. Totalement. Et donc voilà, et en fait, si tu veux, donc à ce moment-là, pareil, on retourne voir les investisseurs, on dit ouais, on fait un peu de chiffres, etc. Mais encore une fois, si ton chiffre n'est pas en train enfin, d'avoir une trajectoire de fusée,
difficile de convaincre, tu vois. Et puis aussi, on se dit, bon, bah, écoute, c'est peut-être pas, enfin, on se fait une projection. On se dit, écoute, mettons que demain, on lève 500 000 euros. Tu prends 500 000 euros, tu utilises 250 000 euros pour embaucher une équipe commerciale, et puis tu mets 250 000 euros dans le marketing. Tes 250 000 euros en marketing, ils font monter ta communauté. Ce que tu as pris pour embaucher l'équipe commerciale, le but, c'est que, donc, on n'était pas sûr d'avoir un product market fit côté B2B, tu vois. Côté B2C, c'était sûr, mais B2B, on n'était pas sûr. Donc, on s'est dit, cette équipe commerciale qui va essayer de vendre des choses sans avoir nécessairement de product market fit, si ça se trouve, elle va pas générer 250 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc, si ça se trouve, elle va nous coûter plus cher que ce qu'elle va nous rapporter. Donc, pourquoi lever 500 000 et mettre 250 000 en commercial et 250 000 en marketing, alors qu'on pourrait lever 500 000 et mettre 500 000 en marketing, comme ça, on est sûr que ce qu'on maîtrise, on sait le maîtriser. Clairement. D'ailleurs, à propos du product market fit B2C, parce qu'on sait toujours pas ce que c'est, finalement, on plaise aujourd'hui, c'est que Exact. au moment où on lance la Fashion Week, on discute avec nos utilisateurs. En fait, ça c'est un des trucs, enfin un premier conseil, hein, de discuter avec vos utilisateurs potentiels ou avérés. Et enfin, perso, j'ai arrêté de compter à partir du moment où j'étais passé les 1000 interviews avec mes utilisateurs. Donc c'est pour dire que faut pas juste discuter de temps en temps, quoi. Enfin, c'est presque le faire à temps plein, tu vois. Et un des trucs qui ressortait beaucoup, c'est que sur cette appli sur laquelle les gens envoyaient des photos pour recevoir des avis, etc., c'est que en fait, on avait créé un anti-réseau social, tu vois. Parce que les gens ne l'utilisaient pas uniquement pour recevoir des avis, mais l'utilisaient pour la vie de tous les jours. Tu vois, et donc on leur demandait mais pourquoi vous faites ça. Ils me disaient bah parce que quand je poste cette photo, alors en gros, plutôt que juste être en cabine d'essayage et de se prendre en photo et de dire est-ce que vous aimez ou pas, tu vois, les mecs allaient dire bon bah voilà mon outfit du jour, sans nécessairement attendre l'avis, tu vois, pas parce qu'ils hésitent, mais tu vois sur des trucs qu'ils avaient déjà achetés. Enfin tu vois, il y avait plus vraiment ce besoin de j'attends le retour des gens, tu vois. Et donc parce qu'on voulait que parce que la réponse de toute façon, la réponse que tu attendais des gens de manière générale était censée être uniquement pour toi, bah donc on avait caché les compteurs de likes. Tu vois, il n'y avait pas de compteur de likes, donc tu réagis à une photo, il n'y a que la personne qui a posté sa photo qui sait combien de likes elle va avoir. Et pour que t'aies pas à galérer à créer une communauté, parce qu'en fait le truc c'est que si tu arrives sur l'application et que tu as besoin d'un avis, bah c'est pas drôle si t'attends d'avoir des followers avant de pouvoir avoir un avis, tu vois. Donc il fallait que dès le début tu aies une communauté qui soit assez grande et qui corresponde à tes besoins. Donc tu arrives, tu me dis je suis fan de streetwear et je suis fan de vintage, et tu vas avoir une communauté qui correspond à ça, et tu partages ta photo, elle arrive devant 6000 personnes sur 40 000, et ces 6000, ils vont te dire si non, ils kiffent ou pas, tu vois. Donc du coup, les gens se disaient, waouh, 6000 personnes à qui je peux parler, là, je me sens comme un influenceur. Et du coup, c'est finalement comme un réseau social, mais sans les likes, sans les followers, etc. Donc je me suis dit, bon bah ok, vous avez raison, c'est ça qu'il faut qu'on crée. C'est un réseau social, un anti-réseau social, pour les passionnés ou les amateurs de mode. Ce qui, du coup, ouvre le champ des possibles. Donc le pivot est vraiment venu. Le pivot est vraiment venu des early adopters, quoi, vraiment des premiers consommateurs. Si je comprends bien, c'est eux qui ont vraiment suscité l'idée. Ok, super. Complètement. Celui-là et tous les autres. On s'est mis à, si tu veux, par exemple, il y a un des trucs qu'on fait, c'est que on s'est rendu compte que les utilisateurs galéraient à choisir quelle photo ils allaient poster, tu vois. Parce qu'ils pouvaient avoir une tête bien sur une photo, une pose pas ouf sur l'autre, enfin mieux sur l'autre ou quoi. Et donc du coup, on s'est dit bon ben voilà, s'ils galèrent à choisir, voilà, leur permettre de publier une sorte de séquence, tu vois. Donc on a créé un créateur de GIF directement dans l'application, qui fait que du coup tu sélectionnes 5 photos qui passent tellement vite que du coup forcément, enfin tu vois, le truc fait un truc un peu animé, les mecs peuvent l'extraire et le mettre ailleurs et tout, mais ça part d'un problème que les mecs avaient envie de régler, tu vois. Donc pareil, donc toutes les features en fait viennent de nos utilisateurs. On leur demandait de nous aider à prioriser. On faisait des entre guillemets des concours de features où on allait demander sur Instagram de voter entre 2 features, et puis ensuite les 2 gagnants on allait leur demander de voter, etc. Et donc voilà, enfin en fait tout ce qu'on faisait, on passait toujours par la communauté avant de prendre une décision, quoi. Donc voilà. Voilà. En gros. Super, ok, non, impeccable. T'as bien expliqué à la fois le B2C et B2B, et ça répond aussi vraiment à l'ensemble du threshold de monétisation et de rémunération. Donc franchement, c'est impeccable. Le temps passe, comme on voit, voilà, ça a pris quand même pas mal de temps parce que il y a énormément de bonnes choses à dire. Donc on a envie de rester encore plus longtemps. Mais avant de conclure, voilà, j'ai quand même quelques questions que j'aimerais quand même te poser.
Comme par exemple, tu vois, est-ce que tu pourrais me raconter un moment où genre, tu vois, par exemple, t'as failli jeter l'éponge, quoi. T'en as fait marre. Parce que si je comprends, ça fait depuis 2017 C'est ça. que Plaise existe, c'est bien ça? Donc ça fait 4 ans, ouais, ça fait un peu plus de 4 ans. Donc en gros, t'as quand même pas mal de recul. Je suppose il y a dû avoir vraiment des moments, des défis où là, tu t'es dit, ok, la montagne est trop haute. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce que c'est faisable? Dis-moi tout. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas eu, mais je pense que je suis dans une position assez exceptionnelle. C'est que Ok. je considérais jamais que j'avais, tu vois, coché les cases, si tu veux. Par exemple, pendant les 2 ans pendant lesquels on était donc soit en version rien du tout, soit juste en version bêta, bah, le truc c'est que tant que l'application n'est pas vraiment sortie, tu peux pas te dire bon bah je vais jeter l'éponge, tu vois. Parce que sinon tu te diras bah ça se trouve je Hmm. suis en train de passer à côté d'un truc de ouf. Donc tu te dis bon bah Ouais. voilà, Parce que t'as même pas encore essayé vraiment. c'est ça. Voilà. Et donc, et en fait, Hmm. et finalement, c'est ce qui s'est passé par la suite, tu vois. Et comme je te disais, à chaque fois, le côté, toutes les semaines, tu te dis, bon, ben, la semaine prochaine, je sors une fonctionnalité qui va tout changer, ou semaine prochaine, l'application tout court va sortir, etc. Bah, on était très souvent dans cette dynamique-là, et donc, voilà. Enfin, la motivation se renouvelait toutes les semaines et tu as toujours de nouvelles idées. Et plus tu bosses sur un truc, plus tu as de trucs sur lesquels tu vas bosser, etc. Et donc voilà, on avait vraiment une liste de fonctionnalités qui allait révolutionner le monde, tu vois. Et parfois, elle mettait du temps à être construite. Par exemple, on a mis en place une fonctionnalité qui permet de donner ses vêtements, tu vois, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des utilisateurs qui ont Ok. posté des vêtements hyper stylés l'année dernière, mais qui les portent plus cette année, tu vois. Et en fait, ce serait dommage tu vois, qu'il les porte plus. Il y a des gens qui continuent à aimer ces photos-là. Du coup, voilà. Et c'est des trucs où le jour où tu as ce truc-là, où tu as cette idée qui te vient des conversations avec les utilisateurs ou alors de ta vision juste, bah, tu te dis, bah alors ça, il faut que je le fasse. Et c'est ça qui va nous faire un foyer, tu vois. Et, euh, et en fait, à chaque fois, tu en as de nouvelles. Et donc, on s'est jamais retrouvé dans une situation où on s'est dit, ouais, là, la motivation est au plus bas, quoi. Ok, parce qu'il y avait vraiment toujours what's the next step, vraiment cette mentalité. Ok, il y a des nouvelles choses et en fait, ça semblait comme une évidence que il y a pas de raison de douter quoi, parce que Ouais, on a des réponses des utilisateurs qui sont positives, on a la vision, on sait où on va et ça ouais. avance quoi. C'est ça, Super. à partir du Euh, moment où où t'es convaincu que tes prochaines actions, elles vont avoir l'impact que tu veux que ça ait, tu vois. Le jour où on se dit, bon, bah, écoute, exact. finalement, impossible que qu'on atteigne X millions d'utilisateurs, on va se dire, bon, enfin, peut-être que à ce moment-là, tu te dis, ça peut pas avoir les ambitions enfin, que je veux que ça ait, tu vois. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est important de dire ça parce que justement, en fait, c'est un truc que je dis à certains entrepreneurs qui un jour se rendent compte que leur entreprise est bien, mais ils sont un peu, enfin, uniquement attachés à cette entreprise parce que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus et que finalement les mecs qui voulaient construire une entreprise qui allait être très grosse et qui allait impacter des dizaines de milliers de personnes et finalement ils en impactent au max des centaines. Est-ce qu'ils ont envie de continuer là-dessus ou pas, ou est-ce qu'ils ont envie de se concentrer leurs efforts sur des trucs qui vont impacter des dizaines de milliers de personnes, c'est à ce moment-là que tu prends ta décision, tu vois. Mais encore une fois, pareil, il faut optimiser pour ce que tu kiffes. Sinon, tu tiens pas. Excellent, excellent, excellent. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Faut toujours prendre le kiff durant tout le process. Bah écoute, franchement, c'est super. Bah franchement, on n'a qu'une hâte, c'est suivre l'aventure de Plaise. Est-ce que Ouais. vous avez un objectif en termes de nombre d'utilisateurs 2022 ou non? En fait, si tu veux, comme je te dis, vu que je passe le plus clair de ma semaine à accompagner des startups et des entrepreneurs aujourd'hui, Avec Start the Fuck Up, ok? avec Startup Up, ouais, on est nos objectifs en fait vont peut-être mettre plus de temps à être atteints en termes de nombre d'utilisateurs que Ok, ce qu'ils auraient été si on avait alors si on avait été à temps plein, c'est une chose, mais surtout en fait il y a un moment où on s'est dit que justement voilà le en gros pour te remettre dans le contexte, mhm, si tu veux utiliser des hacks pour faire grandir ta communauté, tu peux le faire, tu vois. Mais il y a des choses que tu peux pas d'accord, hacker, par exemple le temps que les gens passent sur l'application, ou le nombre de fois où les gens vont ouvrir l'application dans la journée, tu vois. Tu peux essayer de le hacker exact. en envoyant des notifications et des choses comme ça, mais en vrai, si toute ta croissance elle repose que sur ce système de hack, bah tu fais une clubhouse, tu vois, tu grossis, après tu tombes. Et on veut pas grossir pour tomber, tu vois, ça n'a aucun intérêt.
Donc, les choses qu'on doit mettre en place vont être plus de temps à être mises en place que des hacks. Donc, tu peux pas te dire d'ici la fin de l'année 2021 ou 2022, tel objectif. Si tu pars du principe que il va juste falloir que tu améliores ton product market fit et cette amélioration de ton product market fit, tu peux pas le prévoir, tu vois. Parce que il se peut qu'un tout petit changement te fasse exploser à un moment ou à un autre, tu vois. Et puis surtout aujourd'hui, on est organisé, tu vois. On a réduit la taille de l'équipe. Et donc là aujourd'hui, il y a que les fondateurs il y a que donc Bilal, Florent et moi qui bossons sur place. Ce qui fait que du coup, enfin tu vois, on n'a plus à payer quoi que ce soit, à peine les serveurs parce que voilà. Et donc du coup voilà, s'il faut prendre 5 ans pour atteindre le million d'utilisateurs, on prendra 5 ans pour atteindre le million d'utilisateurs, tu vois. Et vu qu'on n'a plus du tout cet aspect B2B, etc. En vrai, en continuant à faire des choses qui nous passionnent, parce que ça me passionne autant voire plus d'accompagner des entrepreneurs aujourd'hui, tu vois. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire organique. Ça. Ouais, c'est ça, tu vois. On va faire les efforts qu'il faut qu'on fasse, tu vois. Mais ouais, on se place plus dans une échelle où l'objectif c'est que à 10 ans ça soit là où on a envie que ça soit, et puis et de continuer à faire kiffer la communauté, quoi. Excellent. Belle conclusion de pirate. Du coup, avant de conclure, j'aime bien poser des questions que j'appelle quick wins. C'est des questions qui nécessitent des réponses assez rapides, donc assez simples. Donc, t'es prêt? Allez. Alright. La première, meilleur conseil que tu aies reçu? Alors, j'ai envie de redire, pour y arriver, il va falloir que réaliser l'impossible chaque jour. Mais on va y arriver. Ça, c'est un bon conseil. Ouais. Et puis, pareil, ça vient aussi de mon père qui m'avait dit un jour, fais pas de bêtises, mais si tu fais des bêtises, sois prudent. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ok, génial. 3 livres à conseiller, peu importe, que ce soit l'entrepreneuriat, pour s'évader. Ok. Premier, c'est L'art subtil de s'en foutre par Mark Manson. C'est un livre sur le développement personnel qui est pas écrit comme un livre sur le développement personnel. Donc, j'adore ce livre. Il m'a été offert par une très bonne amie à un moment où en plus j'en avais besoin. Tu vois, en fait, ça te met un pied dans un truc et puis finalement t'as envie de continuer, quoi. Parce que je m'intéressais déjà au développement personnel au moment où j'ai reçu ce livre, mais pas autant que la manière dont je me suis intéressé après avoir reçu ce livre. Donc ça, c'est une première chose. Hook par Nir Eyal. Qui t'explique en gros comment tu vas créer quelque chose qui va faire que tes utilisateurs vont continuer à se servir de ton produit à l'infini, donc que ce soit sur le B2B ou le B2C, parce que finalement, ce que les gens oublient souvent, c'est que le B2B, en fait, c'est utilisé par des humains, tu vois, quelle que soit la chose que tu proposes, c'est utilisé par des humains. Donc voilà. Et puis troisième livre, difficile, Joker. J'en ai pas 3, j'en ai 2. Okay. En fait, si tu veux, les autres, ils sont au même niveau, donc du coup, j'aurais du mal à classer un troisième. C'est chill, c'est cool. Plus grande inspiration entrepreneuriale? Wow, dur. Il y a des gens que je connais, tu vois, il y a des gens que je connais qui m'inspirent énormément, mais je vais pas les citer parce que si j'en oublie, ils vont m'en vouloir. Sinon, moi, j'aime beaucoup Elon Musk. La raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est que là où d'autres personnes se seraient dit, tu sais, je viens de revendre PayPal, je prends mes 200 millions, je m'arrête là, tu vois. Le mec, il a investi jusqu'à son dernier centime sur des projets qui, à la base, avaient aucune chance de survivre, tu vois, genre des voitures électriques stylées. Totalement. Donc peut-être, tu vois, genre envoyer des mecs dans l'espace et puis, enfin, tu vois, genre, ouais, c'est ouf. Des vraies missions énormes. Et peut-être ton troisième livre, du coup, ce serait peut-être sa bio d'Elon Musk. Je sais pas si tu l'as lu. C'est vrai, ouais, j'ai lu sa bio. J'ai lu sa bio. Ok, bon, dans ce cas, si on parle de bio, troisième livre, ce serait Lead It de Sheryl Sandberg, la directrice des opérations de Facebook, qui parle. Ok, super. À la fois de vie professionnelle, mais aussi beaucoup de féminisme. Et le livre est génial. Très bien. Je le conseille. Ça s'appelle comment? Lean In. L-E-A-N, espace I. Lean In. Ok, ouais, super. Je suis enrhumé, c'est pour ça. Génial. Aucun problème. Ok, quatrième question.
quel est l'achat de 100 € ou moins qui a le plus changé ta vie? Genre un game changer. Je l'ai pas acheté, mais on Si me l'a t'as pas offert. 100 €, on peut monter à 1000. Alors, pour le coup, ouais, j'ai 100 €, mais je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Ok. C'est un abonnement à Jour, une application de méditation guidée qui est lancée par des potes. Et du coup, en gros, donc si tu Ok. veux, la méditation guidée, c'est on va te poser une question du genre comment tu te sens aujourd'hui? Bien, mal, je me sens mal. Pourquoi tu te sens mal? Parce que je me suis embrouillé avec un pote. Ok, pourquoi est-ce que tu t'es embrouillé avec un pote? Pour quelle raison tu penses que tu as raison? Pour quelle raison tu penses qu'il a raison? Et puis du coup, ça te fait te poser des bonnes questions et tout. Enfin, tu vois, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est juste que tu as des différents schémas, tu vois. Donc ça va pas analyser ce que tu écris, tu vois, mais c'est juste bien fait dans la manière, enfin tu vois, c'est fait avec des médecins, etc., dans la manière dont ça te pose des questions pour que à la fin de l'exercice, Ok. tu vois, tu te dises, waouh, ok, j'avoue, et tu te sens mieux, tu vois. Et même si tu te sens déjà bien, bah, tu te sens mieux, ça te permet de réfléchir sur ta journée, etc. Et donc, cette application est géniale, et puis l'abonnement coûte 49 Génial. euros. Ils ont été Et rachetés par Alan d'ailleurs, maintenant ça s'appelle c'est quoi le Alan nom? Mind. Ça s'appelait Jour et ça s'appelle Alan Mind. Alan Mile. Ouais. Super. Ok. Ok. Et la dernière question, quelle serait la musique qui te met dans un flow incroyable? Que ce soit pour travailler, le sport, ce que tu veux, te relaxer. Alors, wow. Pareil, j'en ai plein. Écoute, je sais pas laquelle te donner qui me met plus dans un flow, Ok. parce qu'en fait, pour me mettre dans des flows, j'écoute des lives d'artistes, du genre Hmm. Martin Garrix, tu vois, un live de 2 heures et tout, et puis donc du coup, Ok. enfin, tu vois, ça fait que j'ai pas changé de chansons, que je sais dans quelle ordre elles vont passer, etc. Et donc je suis focus sur ce que je fais, tu vois. Et du coup, j'entends pas le monde extérieur. Mais il y a pas longtemps, j'ai répondu à la question quelle serait la la chanson du générique du film de ta vie. Et j'ai répondu Give Me Hmm. Shelter des Excellent. Rolling Stones. Et du coup, voilà, j'ai envie de dire Ok. ça. Impeccable, c'est noté. Génial. Et comment les auditeurs alors peuvent te suivre et même peut-être te contacter s'ils ont des questions? Alors le plus simple, ce sur quoi je réponds le plus, c'est LinkedIn, donc Mhm. Boukhar Sall sur Ok. LinkedIn. Et puis ouais, contactez-moi là. Écoute, je vais pas donner trop de call to action, sinon personne va le faire. Et puis sinon, faut écouter Alors ouais, mais là, si je me mets à parler de podcast, je vais parler de 1000 podcasts, donc on reste focus. Il y en a Allez, beaucoup. suivez-moi sur LinkedIn. Impeccable, c'est noté. Bah écoute Boukhar, merci énormément de ton temps, tes conseils, ta transparence, c'était vraiment cool. Peut-être on se verra sur la saison 2 pour un deuxième épisode parce que je pense qu'il y a énormément des choses qu'on peut encore approfondir, notamment Ouais, autour voilà, vous cassez vraiment les codes de l'industrie et aussi l'industrie est en train de se métamorphoser avec notamment le décès de Virgil Abloh, tu as parlé de la blockchain, exact. Ouais. NFT, je pense que ça va impacter vraiment aussi le monde de la mode. Donc ouais, pourquoi pas un deuxième épisode. Et les débrouillards, merci énormément pour votre fidélité. Abonnez-vous, écrasez le bouton like sur YouTube, allez suivre Plaise Gang. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Plaise-du-8 Gang sur Instagram. Abonnez-vous vraiment de partout, à Débrouillard Stories également. Merci pour la fidélité et Boukhar encore une fois. Merci énormément pour le temps. Avec plaisir, merci Et pour on se dit à très bientôt. l'invitation. À très bientôt. Et puis du coup, tu sais quoi, j'y vais à fond sur l'auto-promo. Si ça vous intéresse, parce que je suppose que donc il y a pas mal de gens qui vont Go. s'intéresser à l'entrepreneuriat. Euh, écoutez le podcast La Galère. C'est un podcast sur lequel j'interviens sur quelques épisodes. Donc, je vais interviewer des fondateurs Super. de différentes startups et ils vont parler de leur galère du début. Écoutez French Doers, c'est grâce à French Doers qu'on se connaît, Marvin et moi. Shout out Totalement, c'est à vrai. Mohamed, shout out à Florent. Et puis je fais un podcast aussi où j'interviewe des fondateurs d'applications B2C. Et donc du coup voilà, si vous vous intéressez à tout ce qui est consumer, écoutez, voilà, ça s'appelle Golden Minutes. Donc voilà, encore une fois, merci Marvin. Et puis écrasez le bouton like sur la chaîne Débrouillard Stories. Allez. Yes. Peace.